C'est bon. Et là, voilà. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans ce webinaire donc sur des sujets qui sont malheureusement au cœur de l'actualité et qui concernent les différents outils qui sont susceptibles d'être utilisés pour faire face aux fluctuations, à la baisse de l'activité. Alors, nous allons animer avec mon associé Florence Aubonnet ce webinaire durant 2 heures. Vous aurez bien évidemment la possibilité de poser des questions donc dans le cadre du mécanisme qui le permet et on réservera un temps en fonction de, je dirais, du timing du déroulé de ce webinaire à la fin de nos interventions respectives pour répondre aux différentes questions. Et puis, rassurez-vous, s'il y a des questions qui sont restées, qui sont demeurées sans réponse, eh bien, on fera en sorte de prendre contact avec vous d'une manière ou d'une autre pour trouver une réponse aux interrogations que vous pourrez formuler. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous avons voulu le concentrer sur un thème qui est particulier, qui est celui des outils permettant de faire face aux baisses d'activité avec ce qu'on appelle communément de la, entre guillemets, flexibilité interne. Nous avons organisé la semaine dernière un webinaire sur les outils permettant de faire face aux baisses d'activité avec des ruptures de contrats de travail, qui sont là aussi divers et qui peuvent être utilisés de différentes manières. Et aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur les outils qui mettent en jeu les questions d'adaptation, notamment du temps de travail, de l'activité, avec des systèmes aidés, plus ou moins aidés, en fonction des cas. Alors, on se situe aujourd'hui dans un contexte extrêmement singulier. De générations, on n'a pas dû vivre un tel contexte d'état d'urgence sanitaire. Les mots état d'urgence sanitaire sont des mots extrêmement nouveaux, d'ailleurs, pour tout un chacun d'entre nous. Et il est particulier à divers titres. Il est particulier par les mesures qui sont induites dans le domaine sanitaire. Il est particulier aussi par l'impact extrêmement fort, extrêmement massif qu'il produit sur l'économie française et qui a nécessité le déploiement de mesures sans précédent. Nous allons évidemment nous appesantir sur l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée. On a mis en place, à l'occasion de cette crise, et c'est l'expression qu'on utilisera entre nous, une véritable activité partielle, entre guillemets, de crise. C'est-à-dire, on a créé de toutes pièces un mécanisme d'activité partielle qui s'est avéré le plus généreux d'Europe avec le choix stratégique qui a été fait de miser massivement là-dessus. Alors, quelques chiffres pour illustrer ce choix stratégique. On a eu, au pic de l'utilisation de ce système d'activité partielle, c'est-à-dire au mois d'avril, en plein confinement, plus de 8 millions de salariés qui ont été concernés par ce mécanisme. Alors, ça a baissé après avec la sortie du confinement, mais aujourd'hui, les statistiques du ministère du Travail, les statistiques de la DARES, montrent qu'on est à peu près encore à 1 million de salariés qui sont aujourd'hui, à l'heure où on se parle, concernés effectivement, c'est-à-dire qui chôment partiellement et qui sont concernés par ce mécanisme. Donc c'est un choix massif qui a été fait et qui s'est accompagné d'un deuxième outil que nous évoquerons également, qui est l'activité partielle de longue durée. Puisque évidemment l'activité partielle dans son essence même, dans sa philosophie même, est un système par vocation temporaire qui vise à faire face, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des critères d'entrée, des différents critères d'entrée dans l'activité partielle qui visent à faire face à des baisses d'activité conjoncturelles, et a été mis en place un système qui permet de répondre à des baisses d'activité plus durables, qui restent également en partie conjoncturelles, mais sur du conjoncturel qui dure, pour éviter justement des ruptures de contrat de travail de manière plus importante. C'est l'activité partielle de longue durée. Alors, ce contexte, donc je l'ai évoqué, état d'urgence sanitaire, toute une série de textes qui ont été adoptés. Donc la loi du 23 mars 2020, puis cette loi a été prolongée, un certain nombre d'ordonnances qui ont été adoptées, un certain nombre de décrets. Je vous fais grâce de la liste très détaillée de chacun de ces décrets qui ont été pris. Et puis un projet de loi qui a été déposé à Parlement pour prolonger le régime transitoire que nous connaissons actuellement. On voit qu'on se situe dans une situation aussi singulière par le caractère relativement imprévisible de la manière de l'évolution que connaît la pandémie et qui nécessite régulièrement de la part des pouvoirs publics d'adapter les textes, donc de prolonger on le verra sur l'activité partielle, puisqu'on a connu différentes phases avec des dispositifs qui se sont appliqués un temps jusqu'à une certaine date, et puis la date a été prolongée, et puis il n'est pas impossible
que le taquet actuel, le plus communément mis en avant sur les différents textes que nous évoquerons, qui est le taquet de la fin de l'année, du 31 décembre 2020, il n'est pas impossible que ce taquet fasse l'objet lui aussi de prolongation. Alors, pour faire face, on a aujourd'hui une boîte à outils, selon l'expression consacrée, on a aujourd'hui une boîte à outils avec plusieurs types de dispositifs qui peuvent être mobilisés en fonction de la situation de l'entreprise, en fonction des besoins de celle-ci. J'évoquais tout à l'heure l'activité partielle, donc outil massivement utilisé, encore une fois, 8 millions de salariés en pic de crise, 1 million aujourd'hui. Mais on a aussi la PLD, qui commence à prendre son essor, puisque la ministre du Travail livrait, il y a, je crois, une semaine, le chiffre qui était de 1600 accords d'APLD qui ont été conclus. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est le signe, je dirais, d'un dispositif qui commence à prendre son essor. Mais activité partielle APLD sont des mécanismes aidés, c'est-à-dire qui font l'objet d'un soutien avec des fonds publics qui permettent d'aider l'entreprise à faire face à une sous-activité. On a d'autres mécanismes qui soit sont aidés différemment, comme la formation professionnelle, j'y reviendrai tout à l'heure, avec le former plutôt que chômer, qui a été le slogan utilisé pendant la précédente crise et qui est toujours d'actualité. Et puis on a d'autres mécanismes qui ont été encouragés, qui ne sont pas aidés, mais qui ont été encouragés par des souplesses juridiques nouvelles qui ont été permises par les dispositions légales, c'est les congés payés, les RTT et les CET, avec des possibilités exceptionnelles, dérogatoires, de mobiliser ces systèmes. Et puis, on a un bel outil que Florence évoquera tout à l'heure, qui est un outil qui est issu des ordonnances de septembre 2017, que je suis très fier d'ailleurs d'avoir poussé dans le cadre de ces ordonnances. On a aujourd'hui 371, je crois, au mois de juin, c'était le dernier chiffre en date, 371 accords de performance collective, qui est un outil en large devenir et qui est très souple et qui permet aussi, alors certes de manière non aidée d'un point de vue financier, mais de manière très largement aidée d'un point de vue je dirais, des possibilités juridiques qu'il ouvre et qui permet là aussi d'agir sur différents leviers, levier temps de travail, levier rémunération, levier mobilité, on y reviendra très largement tout à l'heure. Donc voilà les différents éléments que nous allons vous présenter ce matin, les limites et les critères d'accès à ces différents éléments, la manière dont ils peuvent être mixés ou pas, les débats autour de ces limites, les interrogations qui peuvent être formulées. Et donc, je vous propose que l'on commence tout de suite par le premier d'entre eux, qui est l'activité partielle de droit commun. Activité partielle alors de droit commun ou activité partielle dite de crise, hein, n'est-ce pas Florence? Exactement. Merci Franck et merci à tous de vous être connectés. Alors oui, activité partielle de droit commun, activité partielle de crise, davantage en réalité, puisque vous l'avez peut-être déjà expérimenté malheureusement à partir du mois de mars. Alors, notre législateur et notre gouvernement se sont bien évidemment saisis de l'activité partielle. Pour les plus âgés d'entre nous, on a connu l'époque où ça s'appelait chômage partiel, c'est devenu activité partielle en 2013. Et ce dispositif a été largement boosté, si on peut dire, pour essayer de s'adapter à ces circonstances totalement exceptionnelles. Alors, on va vous faire grâce, comme le disait Franck, de la litanie des textes. Ça a commencé le 25 mars, ça s'est continué le 29 juin. Il y a surtout aujourd'hui un projet de décret qui fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Et ce décret, selon toute vraisemblance, devrait encore modifier les règles à partir du 1er novembre. Donc, on a cette date du 1er novembre en ligne de mire, qui n'est pas certaine, mais a priori, c'est une échéance qui se profile. On a aussi des annonces gouvernementales qui, compte tenu des couvre-feux, compte tenu de la deuxième vague, visent à peut-être élargir la fameuse liste des secteurs protégés sur lesquels on reviendra et annonce un support du gouvernement à hauteur de 100% pour certains secteurs. Alors, on a essayé, puisqu'on y perd tous un peu notre latin, sur ces différents taux, ces différentes phases, on a essayé de vous résumer les différentes phases et les différents aspects qui vous intéressent. Donc, on a connu plusieurs périodes avant la crise, au plus fort de la crise, pendant le confinement, et cette fameuse échéance probable du 1er novembre, qui est une échéance importante, puisque, encore une fois, selon toute vraisemblance, la durée
d'autorisation d'activité partielle qui, depuis le 1er mars, pouvait être donc jusqu'à 12 mois, deviendrait, sauf cas exceptionnels comme intempéries et sinistres, qui resteraient peut-être à 6 mois, on aurait une durée d'autorisation de l'activité partielle qui serait désormais limitée à 3 mois, à compter du 1er novembre. Et jusqu'au 31 décembre, qui est la date que Franck mentionnait, qui peut-être est amenée à évoluer, on ne sait pas. Mais pour l'instant, la date du 31 décembre reste une date un peu butoir. Le volume d'heures chômées, ça ne change pas, ça a juste été augmenté à 1607 pour tenir compte de la journée de la durée annuelle du travail. Donc ça, c'était un premier coup de boost mis par le gouvernement sur l'activité partielle de droit commun. Le délai d'instruction, vous avez pu l'expérimenter, il était très court pendant la période de confinement et très court jusqu'au 30 septembre. Il est désormais de revenu à 15 jours, ce qui ne veut pas dire que les directs utilisent les 15 jours, elles peuvent être parfois assez rapides. Et la fameuse question de l'allocation versée par l'employeur au salarié et la question de l'indemnisation versée par l'État à l'employeur. Donc, l'indemnisation versée par l'employeur au salarié passerait, selon toute vraisemblance, serait un petit peu réduite, enfin un petit peu beaucoup, enfin, si on se place du point de vue des salariés, on passerait de 70% du salaire brut de référence à 60%, et Franck dira un mot plus tard sur cette assiette de salaire, qui est évidemment parfois un casse-tête, comme on le verra, sauf dans les secteurs protégés, sur lesquels on reviendra, pour lesquels on aurait toujours ces fameux 70%, et la question des salariés vulnérables et gardes d'enfants, sur lesquels on reviendra également, pour lesquels le taux demeurerait à 70%. L'indemnisation par l'État, c'est là où vraiment il va y avoir probablement des changements, puisque pendant la période, dès la période de crise sanitaire, le gouvernement a voulu améliorer l'indemnisation versée aux employeurs, puisqu'ils étaient confrontés à une situation totalement inédite dans laquelle nombre d'entre eux étaient dans l'incapacité de travailler, tout simplement. Donc on avait un pourcentage d'indemnisation par l'État de 70%, qui a été réduit à partir du 1er juin et qui, selon toute vraisemblance, pourrait de nouveau, alors cette fois-ci beaucoup plus drastiquement, être réduit, puisqu'on passerait, le taux d'indemnisation par l'État passerait à 36%, sauf, encore une fois, nos secteurs protégés et la situation des salariés vulnérables et les gardes d'enfants sur lesquels on reviendra. Donc voilà, on a ce projet de décret. C'est vrai que le timing du webinaire fait que voilà, on n'a pas le décret définitif à l'instant où on vous parle, mais il semble voilà, que ce décret qui circule, ce projet de décret qui circule, on vous dit ce que l'on en sait, et bien sûr, on fera des alertes. Le cabinet fera des alertes si jamais le décret n'est pas identique à celui qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, on a parlé des secteurs protégés. Peut-être que ça parle à certains, peut-être que ça ne parle pas à d'autres. Vous avez dans le décret du 29 juin, vous aviez une liste des secteurs dits protégés. L'annexe 1, ce sont les secteurs qui véritablement étaient complètement directement concernés de manière très, très brutale, très violente. Par exemple, la restauration, les compagnies aériennes, les bureaux de change. Enfin, la liste est très, très longue. Il faut aller la voir en détail. Et vous avez l'annexe 2, qui, eux, sont des secteurs d'activité qui n'étaient pas directement concernés de manière aussi violente, mais qui sont quand même largement dépendants de ces fameux secteurs de l'annexe 1. Par exemple, le commerce de gros alimentaires divers, le commerce de gros textiles, toutes les activités qui, par exemple, peuvent dépendre de la situation des restaurateurs. Ceux-là sont soumis à bénéficier d'un régime plus avantageux. On a vu les taux tout à l'heure. À condition d'avoir subi une diminution de leur chiffre d'affaires avec une baisse d'au moins 80%, avec différentes méthodologies d'appréciation pour savoir si on remplit les critères. On a également les sociétés qui ne sont pas dans ces secteurs, mais qui ont dû faire l'objet d'une fermeture administrative, enfin ordonnée par des autorités administratives qui accueillent du public et qui ont dû fermer. On a une annonce du gouvernement visant à élargir ces fameux secteurs. Par exemple, le transport routier régulier de voyageurs pourrait être dans l'annexe 1 et dans l'annexe 2, on pourrait avoir le commerce de détail
en zone touristique internationale, puisqu'on constate qu'avec la baisse du tourisme, évidemment, tous les magasins qui vendent des souvenirs sont complètement dans le rouge. Voilà, donc cette liste est à surveiller. Il y a un enjeu, puisque comme on l'a vu, le taux de prise en charge par l'État de l'allocation d'activité partielle versée par l'employeur restera largement plus avantageux dans ces fameux secteurs protégés. Donc, c'est à surveiller. Alors, maintenant qu'on a peut-être rappelé un peu le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui, un petit retour en arrière. L'activité partielle, de son point de vue-là, ça n'a pas changé. Ça vise à permettre à l'entreprise fondamentalement de se dispenser de fournir du travail à ses salariés sans commettre de faute, puisqu'on a l'obligation de fournir du travail à ses salariés. Et si on ne fournit pas de travail aux salariés, on se met en tort et potentiellement on s'expose à une prise d'acte, une résiliation judiciaire. L'activité partielle, c'est quelque chose qui va permettre à l'employeur, parce qu'il aura eu la bénédiction, entre guillemets, d'administration, de ne pas fournir le travail prévu aux salariés, soit ne pas leur fournir du tout parce qu'il y a une fermeture de leur total du service, voire de l'établissement dans lequel ils travaillent, soit en réduisant leur activité. Avec la fameuse question de quand je ne ferme pas complètement une unité de travail ou un établissement et que je dois réduire la durée du travail, comment faire pour déterminer les salariés qui vont effectivement voir leur activité réduite. Là aussi, c'est une belle illustration des assouplissements et des mesures que le gouvernement a prises pour essayer d'adapter l'activité partielle classique à cette situation de crise. Dans l'activité partielle dite de crise, le gouvernement a pris en compte le fait que dans cette période si difficile, si complexe à gérer, il n'était peut-être pas possible pour les entreprises de traiter exactement de la même manière tous les salariés dans un même établissement ou dans une même unité de travail. Et je pense que voilà, le gouvernement avait dû être alerté probablement par des entreprises qui disaient mais oui, mais moi au sein d'un même service, je peux avoir des salariés qui sont très très occupés et puis j'en ai d'autres qui sont moins occupés et faire un roulement c'est bien mais c'est un casse-tête et puis en plus j'ai des vraies contingences qui font que ça n'a pas de sens. Donc il y a eu un assouplissement assez décisif apporté, alors qui serait valable jusqu'au 31 décembre 2020. Alors on verra si cette date du 31 décembre 2020 va être reportée plus tard. Mais en tout cas, dans l'activité partielle dite de crise, on a cette possibilité, mais qui est extrêmement encadrée, d'individualiser le recours à l'activité partielle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette individualisation? C'est la possibilité, par dérogation au caractère collectif, qui est vraiment le maître mot. Si vous pensez activité partielle, il faut penser collectif. Ça, c'est la règle. L'exception, c'est si vous avez un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de branche, ou si vous n'avez pas d'accord collectif, mais que vous avez reçu un avis conforme du CSE ou du conseil d'entreprise, et c'est intéressant de le noter parce que dans le code du travail, il y a finalement assez peu de cas dans lesquels un avis conforme du CSE est exigé, mais là, il le faut, et on voit bien l'importance de cette restriction, parce que c'est véritablement une dérogation absolument fondamentale au principe même du caractère collectif. Alors, que faut-il faire? Il faut que l'accord collectif ou la décision unilatérale détermine, et ça, ce sont des obligations. Donc, vous verrez que ce n'est pas à la tête du client, ce n'est pas du tout un chèque en blanc donné à l'employeur pour choisir les salariés. Il faut définir les compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier. Donc, il faut que ça parte d'un constat objectif sur quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité. Il faut définir des critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles qui justifient que je désigne Pierre-Paul Jacques comme devant continuer à travailler, par exemple, à temps plein, et les autres être placés en activité partielle. De la même manière, si je répartis différemment les heures travaillées entre les uns et les autres, je vais devoir expliquer sur des bases de critères objectifs liés au poste pourquoi je vais fonctionner comme ça.
Il faut aussi définir les modalités et la périodicité de réexamen des critères, qui ne peut être inférieur à 3 mois, pour tenir compte des évolutions de la situation, de l'activité, pour faire évoluer éventuellement ces critères et ce système d'individualisation. Il faut aussi définir les modalités particulières de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés concernés. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans l'utilisation des différents dispositifs dont Franck a parlé. Et enfin, les modalités d'information des salariés. Donc, c'est vraiment important parce qu'il vous faut définir toutes ces conditions. Et si vous ne les avez pas définies, vous risquez d'avoir un problème éventuellement avec l'administration, soit au stade de la demande de placement en activité partielle, soit lors d'un contrôle. Alors, une question qui a pu se poser dans la pratique, et je ne suis pas sûre qu'elle soit tranchée, le débat est ouvert. Est-ce que le fait qu'un salarié prenne les transports en commun pour venir sur son lieu de travail, alors que un autre salarié du même service qui ferait les mêmes choses ne prendrait pas les transports en commun, prendrait sa voiture et serait donc moins exposé éventuellement à un risque de contagion? Est-ce que c'est un critère possible pour individualiser? Ça se discute parce que d'un côté on peut se dire bah non, c'est pas un critère objectif lié au poste. De l'autre, on nous dit qu'il faut regarder la conciliation vie professionnelle, vie personnelle et familiale. Le débat reste ouvert et a priori à notre connaissance il n'a pas été tranché. Une autre question qui s'est posée enfin, c'est la question du volontariat. Est-ce que dans le système d'individualisation, on peut dire que parmi une population donnée qui a le même poste, les mêmes compétences, est-ce que le fait qu'on fasse d'abord un appel au volontariat pour travailler ou pour chômer, est-ce que ça peut être un critère qui rentre, qui est admissible? Là aussi, ça se discute. Alors peut-être que pour le coup, le fait qu'on doive définir les modalités particulières de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale pourrait être un point d'entrée pour justifier éventuellement que ce volontariat, s'il est dicté par des contraintes familiales impérieuses, bah, peut-être que ça pourrait rentrer dans ce critère-là. Voilà. Donc, dans la pratique, ce système d'individualisation est quand même assez fondamental et on a pu voir certaines entreprises qui, par exemple, dans un service commercial organisé autour de clients avec des grands comptes, vous avez tel client qui continue à faire plein de commandes, etc. Et puis vous avez un autre client qui, lui, est tellement impacté par la crise qu'il fait plus de commandes. Le fait que vous ayez un Key Account Manager qui est complètement dédié à ce client qui le connaît depuis 20 ans et qui est complètement dédié, ça peut valoir, ça mérite discussion avec vos partenaires sociaux pour voir dans quelle mesure ça permet d'expliquer que bah oui, mais celui qui connaît les contraintes de ce client et qui a l'expertise nécessaire, bah oui, pourrait devoir travailler alors que son collègue ne travaillerait pas. Voilà. Donc attention à ces critères et attention bien sûr à l'égalité de traitement, puisqu'on a parlé du risque vis-à-vis de la directe, mais vous avez aussi un risque vis-à-vis évidemment des salariés eux-mêmes qui pourraient, selon le cas, voilà, qui pourraient, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, voire prendre acte de la rupture de leur contrat de travail. Voilà. Bon, dans la pratique, pour l'instant, on n'a pas observé beaucoup de contentieux, bon, mais il faut quand même rester vigilant. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Zut. Merde. Je crois que je suis déconnectée. Je me suis déconnectée. Hein? Je te vois, tu me vois? Ouais. Ah, pardon. Alors, excusez-moi, petit problème. Ah, mais c'est parce qu'il faut que je clique. Oula. Alors, pardon. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Mais il ne veut pas, là. Ah si. Voilà. Pardon. Alors, on a parlé des grands principes, caractère collectif, possibilité d'individualisation. Petit rappel aussi, deuxième assouplissement apporté par l'activité partielle de crise. Vous savez peut-être que historiquement, les salariés en forfait jour ne pouvaient être dans l'activité partielle que si l'établissement fermait dans sa totalité. Le législateur et le gouvernement se sont saisis de la question et désormais, dans ce régime d'activité partielle, les salariés en forfait jour ou annuel en heures sont bien éligibles
à l'activité partielle, y compris en cas de réduction horaire et pas seulement en cas de fermeture totale. Les contrats d'apprentissage, de professionnalisation sont inclus également. Et vous avez également la possibilité, sous certaines conditions, de placer en activité partielle des salariés qui ne sont pas sur le territoire français, mais qui travaillent pour une entreprise française qui elle-même est confrontée à des circonstances qui font qu'elle doit recourir à l'activité partielle. Il y a une possibilité de mettre en activité partielle. Il y a c'est traité dans le question-réponse du ministère du Travail sur l'activité partielle et c'est également traité par la documentation technique de la DGEFP du 1er juillet 2015, qui est une norme, un document important. Si vous vous posez des questions sur l'activité partielle, n'hésitez pas à aller consulter ces instructions qui demeurent dans une large partie tout à fait valables. Alors, la motivation du recours au dispositif, alors Franck le rappelait, historiquement, l'idée c'était de faire face à la conjoncture économique ou à des événements un peu exceptionnels et temporaires. Le gouvernement, le législateur a rajouté toute autre circonstance de caractère exceptionnel, ce qui avait donc vocation à capturer notre fameuse crise sanitaire et notre méchant coronavirus. Et vous avez, ça c'est la grande nouveauté, c'est la possibilité de placer, d'avoir recours à l'activité partielle pour des salariés dits vulnérables ou les salariés contraints de garder leur enfant. Alors, un petit focus là-dessus. Vous vous souvenez qu'il y a eu une période pendant laquelle les salariés dits vulnérables ou les salariés qui devaient garder leurs enfants faisaient l'objet d'un arrêt maladie spécifique. Ça a changé au cours du mois de juin, je crois, et ça existe toujours. Donc maintenant, en plus de ces cas classiques, j'allais dire prévus par l'article 51-22-1, vous avez la possibilité sur justificatif de placer le salarié en activité partielle. Donc, les salariés vulnérables, il y a une liste qui a un petit peu évolué, mais cette liste est stabilisée. Le diabète, par exemple, associé à une obésité, être atteint d'un cancer évolutif, etc. Vous avez donc, pour ces salariés-là, évidemment, il y a un certificat médical qui doit être présenté. Et vous avez le cas des salariés qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans parce que la classe de leur enfant ou l'école fermerait. Dans ce cas-là, ils doivent produire un certificat de l'école. Vous avez aussi le cas du parent qui doit garder un enfant ou un handicapé qui lui-même fait l'objet d'une mesure de confinement parce qu'il serait cas contact, etc. Donc, dans ce cas-là, le salarié doit produire un document de l'assurance maladie attestant de la situation de cette personne handicapée ou enfant qui fait l'objet d'une mesure d'éviction et qui doit donc être gardée à la maison. Et dans ce cas-là, le salarié pourra être placé en activité partielle. J'ai sauté quelque chose, non? Alors, le petit tableau récapitulatif, vous avez peut-être, certains d'entre vous l'ont expérimenté au mois de mars. Alors au mois de mars, c'était un peu la panique, tout le monde se familiarisait avec l'outil. Vous savez qu'il faut d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, et tant mieux pour vous, si vous ne l'avez pas fait et que vous étiez amené à le faire, sachez qu'il faut d'abord créer un compte. Donc ça prend un petit peu de temps, vous allez recevoir des identifiants. Donc ça vous le faites, il faut prévoir un petit peu de marge. Mais le principe demeure quand même celui d'abord de la consultation préalable du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà. Donc, cette procédure, vous l'avez sur les slides. J'attire juste votre attention sur un point, sur quand cette déclaration se fait établissement par établissement au sens SIRET. Donc, c'est pas forcément l'établissement au sens CSE. Et donc, dans les entreprises qui ont plein d'unités de travail avec autant de numéros de SIRET, ça peut être quand même assez long et assez fastidieux. Donc, il est prévu que pour une même entreprise qui aurait au moins 50 établissements au sens SIRET, qui seraient situés dans plusieurs départements, vous pourrez faire une demande unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble de ces établissements. Voilà, c'est une petite simplification. Mais celles qui ont moins de 50, ça reste une saisine établissement par établissement au sens SIRET. Voilà, et je me dépêche parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal d'autres choses à voir. Faites attention aussi, une fois que vous avez eu l'avis du CSE, une fois que vous avez fait votre demande, une fois que vous avez eu l'autorisation, à bien informer les salariés. Il n'y a pas d'accord préalable à obtenir.
y compris jusqu'au 31 décembre pour les salariés protégés. Donc, on verra après le 31 décembre. Et faites attention également, parce que certaines conventions collectives prévoient des informations, j'allais dire, renforcées vis-à-vis des salariés. Par exemple, la convention collective Syntec, qui prévoit une information très particulière qu'il faut donc respecter. Pensez aussi évidemment à afficher les nouveaux horaires pour les salariés qui ont un horaire. Et la question des horaires est d'autant plus déterminante que vous le verrez ensuite avec Franck, il y a la question du contrôle derrière, donc la question du décompte précis de la durée du travail, et en particulier pour ceux qui seraient en télétravail quand ils travaillent, est un vrai sujet. Voilà, donc j'ai essayé de respecter mon temps de parole parce qu'on a beaucoup de choses à voir, et je vais laisser la parole à Franck pour la question des sous, la question de l'allocation. Merci Florence. Alors effectivement, on en arrive au sous, qui est un enjeu extrêmement important et qui a même été au début le principal élément de différenciation entre l'activité partielle dite de crise et l'activité partielle antérieure, notamment pour les salaires les plus élevés, puisqu'on était auparavant sur un système relativement forfaitaire, hein, avec des sommes de remboursement forfaitaire à l'employeur, et on est passé à un système de remboursement à l'employeur beaucoup plus large. Alors c'est un enjeu aussi parce que, bien évidemment, les salariés pendant cette période de crise ont essayé de voir ce qui se passait pour eux en termes de vie quotidienne et en termes de salaire perçu. Et pour un certain nombre d'entre eux, le fait, notamment pour les salaires les plus faibles, le fait que le mécanisme d'activité partielle soit prêt de garantir, on va voir que c'est pas vrai à 100%, mais en tout cas soit prêt de garantir un niveau d'indemnisation qui est le plus proche possible du niveau de salaire qu'ils percevaient auparavant, a été un élément de garantie sociale extrêmement important. Alors, quels sont les principes généraux de l'allocation d'abord qui est versée, et puis on verra ensuite de l'allocation qui est versée à l'employeur. Donc, allocation versée aux salariés et puis remboursement effectué à l'employeur. Alors, le principe de base, c'est qu'on indemnise en réalité des heures qui sont perdues, qui ne sont pas travaillées et qui sont situées en deçà de la durée légale. C'est-à-dire que le principe général, c'est que, on va voir qu'il y a quelques exceptions, mais le principe général, c'est que ne sont pas prises en compte les heures supplémentaires. On indemnise les heures qui ont été chômées, entre guillemets, non travaillées, donc, entre la durée légale ou la durée contractuelle si elle est inférieure, pour quelqu'un qui aurait une durée contractuelle évidemment inférieure à la durée légale, et la durée effectivement travaillée. Ça, c'est le premier principe. Alors, vous savez qu'auparavant, dans l'activité partielle classique, hein, existant auparavant, on avait un système de contingentement, puisque on limitait dans le temps, hein, et en volume le nombre d'heures qui étaient susceptibles d'être remboursées, et c'était un arrêté de la ministre du Travail qui fixait au fil de l'eau chaque année ce contingent. Et le dernier arrêté en date avait fixé le contingent qui était applicable à 1000 heures. On est évidemment passé dans une toute autre dimension avec l'activité partielle de crise, et de fait, ce contingentement a sauté, et il a été de fait calé et explicitement calé sur l'équivalent de la durée légale, c'est-à-dire sur une base annuelle, il est limité à 1607 heures. Donc désormais, on n'est plus dans un système de vieux contingentement, on est dans un système où on a transposé le principe selon lequel c'est la durée légale qui est la borne, hein, la borne haute de l'indemnisation susceptible d'être prise en compte, et on l'a transposé en logique annuelle pour fixer une limite annuelle d'heures susceptibles d'être indemnisées au niveau du système d'activité partielle à 1607 heures. Alors, il y a des cas particuliers, bien évidemment. Et parmi ces cas particuliers, Florence évoquait tout à l'heure le changement de doctrine sur ces salariés-là, c'est les salariés en forfait annuel en heures et en forfait annuel en jours. Auparavant, effectivement, les salariés forfait en jours, notamment, ne pouvaient être indemnisés qu'en cas de fermeture totale. Qu'en cas de chômage total, et pas en cas de chômage seulement pour un certain volume qui était partiel. La nouveauté du système qui est désormais applicable, et qui, du reste, n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps, l'élargissement de l'accès à l'activité partielle au forfait jour est quelque chose qui a vocation à être durable, puisqu'on pourrait considérer que c'était un objet un peu de curiosité, un objet qui n'était pas forcément fondé, au nom de quoi les salariés en convention de forfait en jour n'avaient pas accès de la même manière que les autres salariés
à l'activité partielle, c'est quelque chose qui était vraiment questionnable. C'est d'autant plus questionnable que la proportion des salariés en forfait en jour est quand même assez notable dans les entreprises. Les dernières statistiques, moi, que j'ai en tête, c'est un cadre sur deux qui est employé en forfait en jour, donc qui est quand même sur 4 millions de cadres à peu près, ce qui est quand même quelque chose d'assez considérable. Donc, il n'était pas vécu comme étant légitime le fait d'exclure purement et simplement les salariés en forfait jour de l'accès à l'activité partielle dans sa modalité la plus courante, qui était un accès à l'activité partielle sans qu'il y ait fermeture totale de l'établissement. Donc, désormais, c'est chose faite. On a les forfaits heures et les forfaits jours qui ont accès à l'activité partielle. Alors, s'agissant des forfaits heures, ça veut dire que c'est une exception au principe selon lequel, que j'évoquais tout à l'heure, selon lequel on ne prend en considération que des heures chômées en deçà de la durée légale, puisque les forfaits annuels en heures, le plus fréquemment, ce sont des personnes qui ont un forfait établi sur une base supérieure à la durée légale, incluant des heures supplémentaires, et dont on va être en capacité de prendre en considération ces heures au-delà, donc ces heures supplémentaires, appelons-les par leur nom, ces heures supplémentaires inclus dans le forfait annuel en heures sur une base supérieure à la durée légale, elles vont être prises en compte pour le remboursement donc aux salariés, pour l'indemnisation du salarié. Et puis ça sera également le cas, qui est quelque chose d'un peu moins courant, mais qui peut exister, lorsque conventionnellement, et quand je dis conventionnellement, c'est par accord collectif, on a une durée applicable qui est supérieure à la durée légale. Donc ça, c'est la première exception. Et puis, la deuxième exception, les forfaits en jour. Donc, on va pouvoir indemniser les salariés en forfait jour. Et la question pratique qui se pose, d'ailleurs, qui s'est posée fréquemment en matière de temps de travail sur plein de sujets, c'est quelle est la base de remboursement? Quelle est la base que je retiens pour savoir combien je vais rembourser à ces forfaits annuels en jour? Eh bien, à la base, elle est simple. Il y a une clé de répartition qui a été adoptée, qui est assez commune, qui est assez simple. C'est un jour égale 7 heures et une demi-journée égale la moitié, c'est-à-dire 3 heures et demie. Donc, et une semaine, bien évidemment, égale à 35 heures. Donc, c'est une clé qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'être simple et qui permet de calculer quel va être le niveau d'indemnisation qui est versé aux salariés en forfait jour. Alors, ensuite, va se poser la question de l'allocation versée pendant l'activité partielle. Je disais tout à l'heure qu'on était sur un mécanisme qui permettait pour les salaires les plus faibles de s'approcher le plus possible d'un maintien total de la rémunération, puisque ce qui est communément admis, quand on dit 70% de l'allocation brute, on fait souvent une répartition, on dit grosso modo c'est 84% du net. Bon. Mais bien évidemment, vous entendez parfois, même régulièrement dans les entreprises, un certain nombre de salariés qui vont dire mais c'est pas vrai, moi j'ai perdu, etc. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, on va se rendre compte que tout ça est dû à l'assiette et à ce qui est pris en considération ou non pris en considération pour vérifier ce que l'on va mettre dedans, la base de calcul à partir de laquelle on va appliquer notre clé de 70% du brut. Et la base de calcul, c'est que on va se référer à un univers qui, dans l'univers des juristes et des spécialistes de la paye, est un univers assez cauchemardesque, voilà, mais en tout cas qui a le mérite d'être un univers de référence, on va dire, c'est-à-dire sur lesquels on a un certain nombre de repères, c'est l'univers de l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé. Et donc, grosso modo, pour répondre à la question, est-ce que c'est dans l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle ou pas, il faut aller regarder son petit manuel classique, habituel, et regarder au chapitre indemnité de congé payé. Est-ce que c'est inclus ou pas dans le calcul de l'indemnité de congé payé? Donc, vous avez sur le slide les grands principes généraux qui sont rappelés sur en vert ce qui est dedans, en rouge ce qui n'est pas dedans. Donc, évidemment, le salaire de base, et puis les éléments de rémunération variable ou sur une périodicité non mensuelle qui vont être attachés au salaire de base, et puis surtout ce qui n'est pas dedans, c'est ce qui rembourse des frais, ce qui ne va pas être la contrepartie d'un travail effectif, mais par exemple va compenser plutôt une suggestion, et ne vont pas être affectés par des éléments liés au temps de travail, c'est-à-dire des éléments liés au fait que je suis là ou je ne suis pas là, et qui vont être alloués d'une manière relativement forfaitaire et fixe. Et puis, autre élément important, c'est la part de la rémunération qui correspond à l'indemnité de congé payé. Ça, donc, univers assez, effectivement, pas toujours évident à manier, mais identifié dans les entreprises, c'est l'univers de l'indemnité de calcul des congés payés. Alors, un point de vigilance important, c'est la question du SMIC.
parce que Florence l'évoquait tout à l'heure, l'activité partielle, c'est deux effets qui se coulent. Le premier effet qui se coule, c'est dès lors qu'on a la décision administrative, on est exonéré de l'obligation de fourniture du travail. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on bénéficie d'une aide. Mais en revanche, il y a une chose dont on n'est pas exonéré, il n'y a pas de troisième effet qui se coule, c'est qu'on n'est pas exonéré du respect du SMIC. Et le respect du SMIC, il s'apprécie mensuellement. Et donc, ça veut dire que dans un certain nombre de cas, il va falloir vérifier qu'on ne se situe pas. Et alors, c'était un sport dans l'ancien système de chômage partiel, parce que dans l'ancien système de chômage partiel, on était obligé régulièrement de vérifier que le niveau d'indemnisation qui était prévu, qui était exprimé de manière forfaitaire, n'était pas rattrapé mensuellement par le SMIC. Et régulièrement, il y avait des textes qui paraissaient pour rehausser ce niveau, pour faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de compléter au niveau du SMIC mensuel. Et donc, on a toujours ce système de complément, d'allocation complémentaire qui est prévu dans les textes et qui est applicable et qui induit le versement donc d'une allocation complémentaire dès lors que le niveau de l'indemnisation ne nous mettrait pas au niveau du SMIC mensuel. Alors, on a le fameux 804 qui est mis en avant dans les textes au niveau horaire et qui permet de s'en assurer au niveau horaire dans un certain nombre de cas, mais il faut s'en assurer au niveau mensuel. Et les modalités de versement, évidemment, puisque c'est le SMIC mensuel, c'est chaque mois. Alors, comment ça se passe au niveau de cette allocation versée aux salariés en termes de charges sociales et en termes de cotisations sociales? Je disais tout à l'heure 70% du brut, à peu près 84% du net, et j'évoquais tout à l'heure le fait que pour les plus bas salaires, ça permettait de se rapprocher d'un maintien quasi intégral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'on n'a pas le même niveau de charge sociale sur l'allocation d'activité partielle que sur un salaire classique. Quel est le niveau de charge sociale qui est applicable? On est exonéré des cotisations sociales, à l'exception, comme c'est souvent le cas, là aussi c'est une antienne assez classique qu'on entend sur un certain nombre de sommes, on est exonéré, mais attention, on est rattrapé par la patrouille sur deux choses que sont la CSG et la CRDS après abattement des frais pour frais professionnels et évidemment un impôt sur le revenu. Ça veut dire, donc vous avez les taux qui sont applicables, 6,2, 0,5 et puis l'abattement de 1,75. Et donc on est exonéré, mais on est assujetti à CSG, CRDS. Alors la question qui va se poser, c'est que dans un certain nombre de cas, soit parce que vous en avez décidé ainsi unilatéralement dans l'entreprise, soit parce que vous avez des prescriptions conventionnelles d'entreprise ou de branche qui l'imposent, vous allez compléter. C'est-à-dire, vous allez dire, moi j'indemnise en vertu du niveau d'indemnisation qui m'est imposé par la loi, mais je vais mettre en place un complément pour garantir précisément, dans un certain nombre de cas, un maintien intégral du salaire. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point ce complément va ou pas être exonéré comme l'est l'allocation de base. Et on a une réponse qui nous est fournie par les textes légaux, puisque c'est l'ordonnance du 22 avril 2020 qui est venue apporter une réponse et qui est venue poser le principe selon lequel ce complément, il est également exonéré. Mais attention, c'est pas open bar, il n'est pas exonéré jusqu'à plus soif, il est exonéré jusqu'à un plafond qui est quand même assez élevé, qui est de 3,15 SMIC horaire. Donc, ça veut dire, attention, on a plusieurs plafonds. On a le plafond de 4,5, on évoquera tout à l'heure, de 4,5 SMIC horaire, qui est le plafond de l'assiette retenu pour le plafond d'allocation et le plafond d'indemnisation, c'est-à-dire le plafond de ce qui est versé aux salariés et le plafond de ce qui est remboursé à l'employeur. Et puis, on a ce plafond spécifique qui est le plafond d'exonération de l'indemnisation pour les compléments qui sont versés. Alors, si je fais un récapitulatif des différents systèmes, parce que effectivement, c'est pas toujours simple à suivre, puisqu'on avait la vieille activité partielle avant crise, avec le fameux 7,74 et 7,23 qui étaient versés à l'employeur, remboursés en fonction de la taille de l'entreprise. On a eu l'activité partielle de crise qui a été mise en place, dont la caractéristique était de ne plus raisonner en valeur absolue, mais en pourcentage de la rémunération, c'est-à-dire qu'on alignait ce qui était versé
aux salariés et ce qui était remboursé à l'employeur, c'est-à-dire on avait 70% versé aux salariés et 70% de la rémunération brute qui était versée à l'employeur, avec le plafond du 4 SMIC et demi, le plafond de 70% de 4 SMIC et demi, attention, c'est important de le rappeler parce que parfois on a lu dans certaines publications, hein, on va vite un petit peu. Le plafond, c'est 70% de 4 SMIC et demi. C'est pas 4 SMIC et demi. 4 SMIC et demi, c'est l'assiette. Hein. Et puis le plancher, le fameux plancher du SMIC, hein, qui était remboursé, qui était de 8,03. Et puis, en sortie de confinement, on a voulu veiller les pouvoirs publics, et à l'époque, j'étais dans le groupe entre guillemets des pouvoirs publics, donc je peux témoigner que c'était une préoccupation qui était à l'esprit des pouvoirs publics, c'était comment faire pour que la machine reparte. Et en sortie de confinement, pour que la machine reparte, une des questions qui s'était posée, c'est il faut un petit peu que le système soit un petit peu moins généreux. Et donc, entre le 1er juin et le 31 octobre, le niveau de remboursement a été baissé de 10 points. On est passé de 70% à 60%, c'est-à-dire en gros, on est passé de 100% de remboursement à 85% de remboursement, hein, grosso modo. En points passé de 70 à 60, ça équivalait à ça. Et donc, on a baissé à 60%, sauf pour un certain nombre, Florence l'évoquait tout à l'heure, un certain nombre de secteurs dits protégés qui étaient plus impactés que les autres, hein, de par la crise, avec les fameuses catégories qu'évoquait Florence, hein, tout à l'heure, les secteurs directement impactés, les secteurs dépendants des secteurs impactés, et puis on aura une nouvelle catégorie qui viendra bientôt, qui est les secteurs fermés administrativement, hein, pour lesquels on maintenait un remboursement à 100%. Alors, depuis le 1er novembre, on est dans un nouveau mécanisme, hein, à partir du 1er novembre, pardon, on sera dans un nouveau mécanisme qui va être organisé par un projet de décret qui est en cours d'examen. Et ce nouveau mécanisme, il va baisser pour le coup très fortement à 36% dans les situations de droit commun, avec un plancher qui sera porté à 7,23. Et le plafond sera toujours de 4 SMIC et demi en assiette et de 36% de 4 SMIC et demi. Et on aura une exception pour les secteurs protégés pour lequel on restera à 70%, c'est-à-dire pour lequel on remboursera intégralement ce qui a été versé aux salariés. On aura également l'exception des salariés vulnérables et des salariés, des gardes d'enfants, des problématiques de garde d'enfants que Florence évoquait tout à l'heure, pour lesquels ça sera 60% le taux qui sera applicable dès lors qu'on n'a pas de possibilité de télétravail. Donc on va surveiller évidemment je dirais l'évolution du processus d'adoption des décrets, mais on va rentrer dans une troisième phase de type d'activité partielle, après la phase confinement, après la phase sortie de confinement. On est dans la phase, je ne sais pas comment la baptiser, hein, malheureusement, est-ce que c'est la phase couvre-feu ou la phase deuxième vague, en tout cas, on est dans une troisième phase, effectivement, de régime d'activité partielle qui est moins généreux que la phase 1, mais qui rétropédale un peu, ou qui est moins généreux aussi en partie, et qui pour partie rétropédale pour les secteurs les plus impactés sur le régime qui est applicable. Alors, en conclusion, quels sont les différents points de vigilance et les points de débat qui peuvent, je dirais, être surveillés, être regardés dans le cadre de ces systèmes d'indemnisation de l'activité partielle? On a tout d'abord, vis-à-vis des salariés, la question du caractère collectif. Donc, Florence l'évoquait tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir en détail. C'est quelle est la limite de l'individualisation? Et un point de vigilance important, c'est que individualisation ou pas, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que individualisation ne veut pas dire tête du client. C'est-à-dire individualisation veut dire, certes, j'ai plus de possibilités de souplesse que dans un régime complètement collectif, mais je reste tenu par le fait de m'en tenir à des critères justifiant les choix que j'ai opérés en matière d'individualisation. C'est un premier point de vigilance. Donc, c'est la fameuse question qui est récurrente en droit du travail sur plein de sujets, de l'égalité de traitement et de la capacité de justifier des différences de traitement. L'autre point de vigilance, il est sur le télétravail. Effectivement, le télétravail, c'est une forme de travail extrêmement souple et dans laquelle on va avoir beaucoup de liberté d'organisation du travail puisqu'on est à distance, mais ça ne veut pas dire qu'on est exonéré de la nécessité de tracer le travail et le non-travail, et donc le chômage et le non-chômage. Parce qu'évidemment, en termes de contrôle, et d'ailleurs, ça a fait l'objet dans les activités notamment de prestation de services intellectuels, les activités de conseil, hein, par exemple, il y a eu un certain nombre de contrôles
relatif à la vérification de la réalité de la frontière entre travail et non-travail, notamment en matière de télétravail. Donc attention, attention, point de vigilance lorsque vous êtes en télétravail. Le télétravail n'est pas incompatible avec le chômage partiel. Vous pouvez tout à fait avoir du télétravail et puis recourir au chômage partiel. Mais ce qui en revanche est incompatible avec le chômage partiel, c'est d'être simultanément pour une même heure en télétravail et en chômage partiel. On peut être moins en télétravail et moins travailler qu'en période normale, ça oui, et avoir recours au chômage partiel, mais attention, quand on est au télétravail, il faut se doter d'un mécanisme permettant de tracer les heures travaillées et les heures non travaillées pour bien être en capacité de justifier que le télétravail, c'est quand même bien du travail. Deuxième point de vigilance, c'est vis-à-vis des institutions représentatives du personnel. On a une consultation, on a un système de consultation au moment de la demande, on l'évoquait tout à l'heure, et la possibilité de régulariser si on n'a pas pu faire, je ne sais plus si on l'a évoqué tout à l'heure, si on n'a pas pu faire la consultation en amont de la demande d'activité partielle, la possibilité de régulariser dans les 30 jours qui suivent l'information consultation des représentants du personnel. Et puis, point de vigilance, attention, ça ne veut pas dire qu'on a fait ça one shot et que c'est terminé une bonne fois pour toutes. Si on a une évolution significative des mesures d'activité partielle, l'évolution du périmètre, c'est-à-dire les personnes, les services et les personnes qui sont concernées, ou la durée, eh bien, il faudra en repasser par une information consultation des représentants du personnel. C'est un point de vigilance important. Évidemment, la directe, en cas de nouvelle demande, bien évidemment, sera conduite à vérifier ce genre de choses. Alors, ça peut être effectué dans un délai de 2 mois à compter de la demande. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, là aussi, si on a mangé la consigne, on a la possibilité de se rattraper, entre guillemets. Mais attention, c'est un point important. Et puis, avant, évidemment, dans le projet de décret, c'est quelque chose qui va être évoqué avant chaque demande de renouvellement d'autorisation. Donc, point de vigilance important, les IRP. Et puis, vis-à-vis de l'administration, troisième point de vigilance, vis-à-vis de l'administration, il va falloir faire attention à 2 choses. Il va falloir faire attention à la motivation. Pourquoi j'ai recours à l'activité partielle? Ça peut paraître aujourd'hui évident dans le contexte que nous connaissons, en disant pourquoi la belle affaire, pourquoi j'ai évidemment dans le contexte que nous connaissons, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'exonérer du fait de motiver la demande et d'expliquer la raison pour laquelle on se situe dans une situation de crise qui fait qu'on va avoir besoin de recourir au chômage partiel. Et puis, deuxième point de vigilance vis-à-vis de l'administration, c'est le calibrage de la demande. Vous allez faire une demande pour un volume d'heures chômées, un volume d'heures susceptibles d'être utilisées. On voit bien qu'il y a une différence entre les heures chômées et les heures demandées, au chômage, l'autorisation demandée, et les heures réellement utilisées. Si je prends d'ailleurs les statistiques de la DARES, on se rend compte, par exemple, qu'au mois d'avril, on a eu 92%, c'est extrêmement fort, des heures demandées qui ont été utilisées. Aujourd'hui, si je prends les dernières statistiques au mois d'août, on avait seulement 31% à octobre, au moment où on se situe, 31% des heures seulement demandées en août qui ont été réellement chômées, qui ont été utilisées. C'est-à-dire que vous allez demander un volume d'heures chômées, et puis en fin de mois, vous allez dire, oui, j'ai réellement utilisé tant d'heures. Il y a tant d'heures qui ont vraiment été chômées. Attention, parce qu'il faut bien calibrer ce volume. Alors, il vaut mieux le calibrer trop haut que trop bas, bien évidemment, parce que si vous l'avez calibré trop bas, vous serez coincé, vous ne pourrez pas demander d'heures chômées plus que le volume que vous aurez demandé en phase d'autorisation. Et puis, vis-à-vis des organismes sociaux, vous avez un point de vigilance, évidemment, sur les questions de contrôle, puisque vous allez avoir, et d'ailleurs, il y a eu une campagne de contrôle qui a été faite, et on peut d'ailleurs vous accompagner là-dessus, puisqu'on a mis en place un système de contrôle blanc, entre guillemets, c'est-à-dire on peut, si vous le souhaitez, se livrer nous-mêmes à un contrôle à blanc pour vous faire passer un petit peu les différentes remarques qui sont susceptibles d'être faites par rapport à ça. Mais attention, point de vigilance, évidemment, par rapport au contrôle. Voilà les 4 grandes boussoles, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas les 4 grandes boussoles régulières qui reviennent en matière d'activité partielle. Alors ça, c'est le court terme, et ça, c'est le système activité partielle de crise massive. On a voulu, les pouvoirs publics ont voulu mettre en place un système nouveau, dit d'APLD, qui permet de répondre à des périodes de sous-activité plus durables et
Florence va désormais vous en dire quelques mots. Exactement. Alors, on l'appelle APLD, mais elle ne s'appelle pas comme ça. Voilà. Mais c'est je pense que c'est communément admis par tous. Ça ne s'appelle pas APLD officiellement, c'est plutôt un dispositif d'activité partielle spécifique. Mais on est tous d'accord pour l'appeler APLD, donc on l'appellera par son petit nom APLD. Il fut un temps, il était question de armes, mais c'était c'était peut-être un peu agressif. Alors du coup, voilà, on est tous d'accord pour APLD, même si le texte ne vise pas l'APLD. Alors, pourquoi faire? Comme le dit Franck, c'est durable. C'est tellement durable que il faut un nouveau dispositif, ou en tout cas un dispositif spécifique, pour donc faire face à une baisse d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre la pérennité de la société. Autrement dit, vous n'êtes pas dans un secteur où vous êtes votre entreprise n'est pas au bord du dépôt de bilan, votre entreprise subit une baisse d'activité qui peut être liée effectivement à la crise sanitaire. La crise sanitaire a peut-être aggravé des difficultés déjà présentes et vous savez que cette baisse d'activité est durable. Vous le savez, pourquoi? Parce que vous allez faire un diagnostic et on y reviendra. Donc, pourquoi faire? Pour faire face à une baisse d'activité durable et comment? Eh bien, en diminuant l'horaire de travail. Donc là, on est vraiment dans une logique de réduction horaire. On n'est pas tellement dans une logique de fermeture, même si, on le verra, l'utilisation du dispositif peut conduire à suspendre temporairement l'activité, mais l'esprit du dispositif, c'est pas du tout celui-là. L'esprit, c'est permettre de réduire la voilure. Alors, où en est-on? Donc, on sait qu'il y avait eu la loi du 17 juin 2020. Donc, l'article important, c'est l'article 53 de la loi du 17 juin 2020. Il y a eu le décret du 28 juillet 2020, qui est aussi une étape importante, un décret du 25 septembre et des projets de décret qui, sur la PLD, ne modifient pas grand-chose. Alors, précision, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est durable? Pourquoi ça permet de faire face à une baisse d'activité durable? Parce que l'article 3 du fameux décret du 28 juillet vous dit que le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Donc, on y reviendra un peu après, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est durable? On voit que on peut l'utiliser pendant 24 mois consécutifs ou non. Sur cette période de référence de 36 mois dont on se demande un petit peu ce qu'elle veut dire, mais bon, on y reviendra aussi. Et on voit également dans les textes que la dernière demande d'utilisation du dispositif pourra être formulée auprès de l'administration 30 juin 2022. Donc voilà, en gros, entre maintenant et le 30 juin 2022, on a une possibilité d'utiliser ce dispositif si on remplit les conditions. Alors, comment la mettre en place? C'est un dispositif qui est quand même on va dire, qui est un vrai cadeau, entre guillemets, que fait l'État. Et par conséquent, on ne peut pas l'utiliser de manière unilatérale. C'est un cadeau que fait l'État, entre guillemets, c'est un coup de boost. Donc, il faut, et on est complètement dans l'esprit de toutes les réformes qui ont été, me semble-t-il, menées depuis 2013, on est dans l'esprit combinaison entre le dialogue social dans l'entreprise et un contrôle de la directe qui est désigné comme étant là aussi un organe, l'instance compétente, comme c'est le cas pour les RCC, comme c'est le cas pour les PSE. Donc, il y a une cohérence quand même dans tout ça. Alors, il faut un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe. Certains groupes l'ont fait. Il y a un accord collectif, par exemple, dans le groupe Bosch, qui était la boîte à outils au niveau du groupe. Ou une décision unilatérale si un accord de branche étendu le permet. Il y a d'ores et déjà 2 accords, à ma connaissance, il y a la métallurgie et Syntec qui se sont lancés dans cette, entre guillemets, APLD. Chose importante, c'est un accord collectif, entre guillemets, de droit commun, donc il n'est pas réservé aux entreprises qui auraient des syndicats et qui auraient plus de 50 salariés. Une entreprise de moins de 50 salariés sans organisation syndicale ou même une entreprise de plus de 50 salariés sans organisation syndicale va pouvoir conclure un accord collectif selon les modes de négociation qui sont prévus par le Code du travail. Et évidemment, il faut être très vigilant sur la régularité de tout ça. Donc, le principe, c'est que je conclue mon accord collectif. On va mettre de côté la décision unilatérale. Je conclue mon accord collectif et je l'envoie à l'administration, pareil, par voie dématérialisée, qui doit se prononcer dans un délai de 15 jours.
sachant qu'on a d'ores et déjà vu des accords qui ont été conclus. Franck le rappelait, il y a le chiffre que rappelait Franck, 1600 est quand même assez parlant, et on a pu observer que les directs étaient quand même plutôt réactives dans leur globalité. Alors, l'accord collectif ou la décision unilatérale, quelles sont les clauses obligatoires? Alors évidemment, il y en a des clauses obligatoires, et c'est normal parce que c'est vraiment, encore une fois, un dispositif particulièrement aidant que met en place l'État. Il faut un préambule, et on n'insistera jamais assez, et on verra aussi pour l'APC l'importance de ce préambule, parce que finalement, c'est ce préambule que la directe va regarder, et c'est ce préambule qui va favoriser l'adhésion des salariés au dispositif aussi. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un constat partagé avec vos organisations syndicales ou votre CSE, sur la situation et les perspectives d'activité. Alors c'est compliqué, on ne vous demande pas de faire des perspectives d'activité ultra fines, parce qu'en plus on sait très bien que c'est pas possible, mais il y a quand même des grandes tendances que l'on peut dégager et qui vont permettre de, dans le préambule, ce qu'on recommande nous, c'est d'abord de rappeler ce qu'est l'activité de la société, pourquoi, comment a-t-elle souffert ces 6 derniers mois, et pourquoi pense-t-elle que malheureusement elle va continuer à souffrir. Et il ne suffit pas de dire « Ah, j'ai perdu du chiffre d'affaires ». On peut avoir perdu du chiffre d'affaires et que somme toute, ça ne se traduise pas directement sur l'activité des salariés. Il faut montrer que malheureusement, cette baisse d'activité va conduire à une baisse d'activité des salariés et qu'on ne va pas pouvoir leur donner du travail à temps plein, enfin, à hauteur de la durée légale. Des clauses classiques, évidemment, la date de début et durée d'application du dispositif, les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif. Donc là, il faut faire très attention, puisque vous le verrez, il y a des engagements de ne pas licencier pour motif économique qui doivent être pris. Donc, il faut bien calibrer la population à laquelle l'accord peut s'appliquer, sachant que ce n'est pas parce que j'aurais dit que l'accord peut s'appliquer à telle ou telle catégorie de salariés ou à tel ou tel service que je suis obligée de recourir à l'activité partielle. L'activité partielle, l'APLD, c'est comme l'activité partielle de droit commun. C'est une enveloppe, en quelque sorte un droit de tirage, mais ce n'est évidemment pas une obligation de procéder à la réduction du temps de travail. Votre accord collectif, c'est votre mode d'emploi que vous allez convenir avec vos partenaires sociaux, et la directe va avoir un droit de regard sur ce mode d'emploi. La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, on y reviendra tout à l'heure, qui est en principe de 40%. Donc, ce n'est pas open bar, il y a quand même 40% de la durée légale qui est la réduction maximale. Des engagements en matière d'emploi et de formation sur lesquels on va revenir, les modalités d'information des organisations syndicales, etc., sur la mise en œuvre de l'accord et évidemment sur le suivi. Dans le projet de décret, il y aurait aussi une obligation de prévoir l'information, le suivi par les organisations syndicales de l'hypothèse dans laquelle les engagements, enfin la directe envisagerait de demander le remboursement de l'allocation et puis finalement constaterait que la situation de l'entreprise est tellement préoccupante que finalement elle ne lui demande pas de rembourser parce que la situation est préoccupante. On se dit que probablement le gouvernement s'est dit que si la situation est grave à ce point que la directe envisage, alors qu'elle aurait dû normalement demander le remboursement des allocations, dire « Ouh là là, la situation est tellement préoccupante que je ne le fais pas », ça légitime une information spécifique des représentants du personnel, parce que peut-être c'est le signe que la situation est extrêmement grave et il est légitime que les représentants du personnel en soient informés. On a des clauses facultatives. Alors évidemment, clauses facultatives qui requièrent l'attention particulièrement des organisations syndicales, on peut, mais on n'est pas obligé de prévoir des efforts proportionnés des dirigeants, donc c'est-à-dire des mandataires sociaux. À vrai dire, c'est quand même très compliqué. Dans l'accord de branche Syntec, il est écrit que les partenaires sociaux souhaitent inviter, souhaitent recommander, parce qu'ils ne peuvent pas imposer, que la distribution de dividendes soit suspendue le temps du recours à la PLD. Mais ça, évidemment, que ce n'est pas le signataire de l'accord collectif pour le compte de la société qui décide si l'actionnaire va distribuer des dividendes. Donc parfois, dans certains cas, il pourrait être opportun, si vous savez que vos organisations syndicales vont pousser très fort, d'avoir une discussion avec l'actionnaire ou les actionnaires majoritaires avant de négocier votre accord pour savoir ce qu'ils sont prêts éventuellement à prendre comme engagement en tant qu'actionnaire, par exemple sur la distribution de dividendes. La prise de congés payés et l'utilisation du compte personnel de formation, on y reviendra, Franck y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est une clause facultative, mais qui est pleine de bon sens. Donc, nous, on aurait tendance à la recommander chaudement. Et les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales, prévoir une commission de suivi, éventuellement des moyens particuliers. Alors, les engagements
particulier. Il y a deux types d'engagements qui sont imposés. Il y a les engagements en matière d'emploi, les engagements en matière de formation professionnelle. Alors, les engagements en matière d'emploi. Le décret n'impose pas, la loi et le décret n'imposent pas le maintien d'une volumétrie d'emploi. C'est-à-dire que la loi et le décret ne vous disent pas si au jour où vous concluez l'accord, vous avez 151 CDI, à la fin de l'accord, vous devez toujours avoir 151 CDI. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. En revanche, l'objectif de l'activité partielle de droit commun et l'objectif de l'activité partielle spécifique, c'est quand même en toile de fond d'essayer de limiter les conséquences sur l'emploi de l'événement qui déclenche le recours à l'activité partielle. Et donc, le texte vise des engagements de maintien dans l'emploi. C'est intéressant, ce n'est pas le maintien de l'emploi, c'est le maintien dans l'emploi, ce qui suggère que d'une certaine manière, l'emploi puisse évoluer, peut-être grâce à la formation. Mais voilà, ça c'est une petite remarque, n'empêche que dans les faits, comment est-ce que ça se traduit? La seule certitude que l'on ait, c'est que clairement, le décret désormais nous dit qu'on ne peut pas, on doit prendre l'engagement de ne pas licencier pour motif économique. Donc, il n'y a plus de débat. À un moment donné, on parlait de rupture du contrat de travail pour l'un des motifs prévus à l'article 1233, machin, ce qui voulait dire une rupture pour motif économique, ce qui pouvait englober les PDV purs, les plans de départ volontaires purs. Là, il n'y a plus d'ambiguïté, ce sont les licenciements pour motif économique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'interdirait de prévoir des plans de départ qui ne sont pas des plans de licenciement pour motif économique. Donc, les PDV purs pourraient, en théorie, être possibles malgré cet engagement spécifique qui doit être pris. Attention, à défaut de l'avoir précisé dans votre accord, cet engagement de ne pas licencier pour motif économique, il va s'appliquer à toute la population visée par votre accord. Donc, il faut, et on peut, le décret d'ailleurs le suggère presque, mais on peut, et nous on conseille évidemment, de préciser dans l'accord que cet engagement de ne pas licencier pour motif économique, il n'est pris que pour les salariés qui auront effectivement bénéficié ou été placés dans le dispositif d'activité partielle. Donc, autrement dit, on peut avoir un accord collectif qui dit « moi, mon accord s'applique virtuellement à tout le monde parce que tous les secteurs d'activité de l'entreprise sont confrontés ou peuvent être confrontés à une baisse d'activité durable », mais il faut bien prendre le soin de dire que cet engagement de ne pas licencier ne portera que sur les personnes qui auront effectivement bénéficié de ces subsides finalement de l'État. Enfin, l'entreprise aura bénéficié d'un remboursement de l'État, c'est normal que l'entreprise ne les mette pas au chômage juste après avoir… voilà. Donc, c'est la question, c'est une précision importante. Deuxième précision importante, et zone de questionnement, on en a beaucoup discuté avec Franck, c'est pour quelle durée cet engagement est-il pris, cet engagement de ne pas licencier pour motif économique. Il y a une vraie discussion, à notre avis, puisque le texte vous dit que cet engagement, il est pris, en tout cas vous comprenez à travers le texte du décret sur la sanction du non-respect de l'engagement, vous comprenez que cet engagement, il s'apprécie sur la durée du recours au dispositif. Alors, est-ce que ça veut dire que pendant toute la durée de mon accord collectif, admettons que j'ai conclu mon accord collectif jusqu'à la date ultime maximum, qui serait donc 31 décembre 2022. Est-ce que ça veut dire que jusqu'au 31 décembre 2022, à aucun moment je ne peux licencier pour motif économique l'un des salariés qui, pendant cette période de 2 ans, aura un jour bénéficié de l'activité partielle spécifique? Première question. Alors, le texte ne nous dit pas pour la durée de l'accord, il nous dit pour la durée du recours au dispositif. Donc, est-ce qu'on peut essayer de soutenir, et on a vu des accords d'APLD qui l'ont rédigé de cette manière-là, puisque un point peut-être qu'on aurait pu souligner dès le début, c'est que ce principe de l'accord collectif qui va durer potentiellement jusqu'au 31 décembre 2022 fait quand même l'objet de tranches de 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, vous allez devoir aller voir la directe pour activer, demander l'autorisation de recourir à l'activité de longue durée. Donc, quand vous signez votre accord et que l'accord est validé, ça vaut autorisation par la directe d'utilisation de l'activité partielle spécifique pendant 6 mois. Et ensuite, tous les 6 mois, vous retournez voir la directe en expliquant
la situation, qui vous allez placer, la durée de la réduction, etc. Donc certains se sont dit, mais ne pourrait-on pas soutenir que cet engagement de ne pas licencier, cet engagement de maintien dans l'emploi, finalement, doit être réexaminé et reparamétré à chaque tranche de 6 mois, sachant que l'employeur, du coup, déciderait peut-être, au bout des 6 premiers mois, s'il voit qu'il a une menace réelle sur l'emploi de certains salariés, de ne pas mettre ces catégories de salariés dans l'activité partielle spécifique parce qu'il sait qu'il va devoir envisager leur licenciement pour motif économique et du coup, ensuite, en conséquence, reparamétrer son engagement de maintien dans l'emploi. Donc ça, c'est une vraie question, un vrai point de vigilance et peut-être, selon la qualité des relations avec les directs, un point peut-être à discuter en amont ou soumettre votre accord collectif si vous avez une clause qui est un petit peu audacieuse ou novatrice ou voilà, peut-être en discuter en amont avec la directe pour éviter une mauvaise surprise par la suite. Et en matière de formation professionnelle, il n'y a pas de définition précise. L'idée, c'est quand même de favoriser le maintien dans l'emploi. Donc, l'idée, c'est certainement pas de dire pendant les heures chômées, on va faire un rafraîchissement de vos formations sécurité. C'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est vraiment en lien avec la philosophie, les axes conducteurs de votre plan de développement annuel des compétences, d'essayer de réfléchir à ce que vous pouvez faire d'intelligent pour que justement favoriser l'employabilité, favoriser l'adaptation des salariés aux emplois. Voilà. Alors, on va se pencher maintenant sur la mise en œuvre de cet APLD et évoquer un certain nombre de cas particuliers qui peuvent survenir à l'occasion justement de cette mise en œuvre. D'abord, la question, c'est quels sont les salariés éligibles? Donc, on a vu tout à l'heure les questions de périmètre et de définition de périmètre des personnes concernées et d'évocation d'ailleurs dans l'accord d'APLD des activités et des salariés concernés par le mécanisme d'APLD. Et il faut rappeler, comme ça a été le cas tout à l'heure pour l'activité partielle de droit commun, que ne sont pas éligibles uniquement les personnes qui travaillent selon un régime classique de décompte horaire à la semaine, sont éligibles également les salariés en forfait jour et puis les personnes qui travaillent dans le cadre d'un mécanisme d'annualisation. Alors, ça veut dire qu'il va falloir se poser la question d'un certain nombre de points de vigilance et de points d'adaptation par rapport au régime spécifique de ces personnes. Le décompte annuel, la modulation. Alors ça, c'est un grand classique d'ailleurs en matière de modulation et d'annualisation du temps de travail, c'est la compatibilité et les modalités d'organisation de la compatibilité entre un système d'annualisation du temps de travail et un système d'activité partielle. Et dans la vieille époque d'ailleurs, des modulations de type 1, type 2, type 3 qu'on a connues dans un temps maintenant un petit peu ancien, qui ont précédé le système d'aménagement négocié du temps de travail issu de la loi du 20 août 2008. On avait d'ailleurs, me semble-t-il, dans les clauses obligatoires, la question de la manière dont on traitait le recours à l'activité partielle. Alors ça n'est plus dans les clauses obligatoires, puisque précisément dans l'aménagement négocié du temps de travail de 2008, l'un des éléments du cahier des charges était le moins de clauses obligatoires possible pour que le système soit facile à mettre en œuvre. Mais du coup, ça pose la question de l'articulation entre les deux mécanismes. Pourquoi on pose la question de cette articulation? Parce qu'intrinsèquement, le système d'annualisation fait que vous allez avoir des périodes hautes qui vont compenser des périodes basses. Et que donc, vous allez pouvoir vous trouver à certains moments de l'année en période basse, sans pour autant que vous soyez en période de sous-activité économique préoccupante et nécessitant le recours à un mécanisme d'activité partielle tout court ou un mécanisme d'activité partielle de longue durée. Et donc, il faut être en capacité de faire la part des choses entre la période basse, entre guillemets, normale, c'est-à-dire celle qui résulte de l'application prévue, prévisible et organisée du système d'activité, du système d'annualisation, pardon, et puis la période basse anormale, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui résulte d'une sous-activité qui va induire le recours à l'activité partielle de longue durée. Et la manière de faire ce tri, c'est sans doute de veiller effectivement dans l'accord et dans la manière dont va être appliqué l'accord, de faire référence aux périodes basses qui peuvent exister. Et dans la programmation, c'est quelque chose qui est assez connu dans les entreprises où il existe des systèmes d'annualisation collective du temps de travail. Vous allez avoir une programmation avec une période basse ou une programmation qui aura été faite même sans
période basse dans l'accord collectif, mais dans la programmation qui aura été faite au début de l'année, hein, le plus souvent, et vous allez pouvoir identifier quelles étaient les périodes qui étaient présentées à l'origine comme basses. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce tri et puis d'être en capacité d'avoir une méthodologie de décompte qui permette de faire ce tri. Même chose sur l'information du salarié. Alors le slide d'avant, il y a quelque chose sur la slide d'avant. Sur les 40%. Oui, on n'a pas évoqué les 40%. Alors, je finis sur le forfait jour et puis je vais revenir sur les 40%. Donc, le forfait jour, c'est pareil, il va être concerné et il va être concerné de la même manière que ce que l'on évoquait tout à l'heure hein, sur l'activité partielle classique, hein, avec une méthode d'indemnisation dans le même sens. Alors, je fais en bon français, un petit flashback et je vais évoquer la question des 40%. On a un principe de baisse de 40% de la réduction du travail, de la durée du travail dans le cadre de l'APLD. Les 40%, ça veut dire que c'est un élément de différenciation par rapport à l'activité partielle de droit commun, puisque l'activité partielle du droit commun permet un chômage massif et jusqu'à total, c'est-à-dire être à zéro. On ne peut pas être à zéro durablement. Alors, durablement, j'explique pourquoi. Dans le cadre d'un APLD, puisqu'on a un 40%. Ce 40%, la première question qui va se poser, c'est sur quelle période il s'apprécie. Est-ce que c'est 40% linéaire ou est-ce que c'est 40% en moyenne? Alors là, les textes nous répondent et ils nous disent c'est 40% en moyenne. OK? C'est 40% en moyenne sur quelle période? Et la question, c'est est-ce que la période, c'est un peu la même question que celle que posait d'ailleurs Florence tout à l'heure sur la question du maintien dans l'emploi et de l'interdiction de recourir à des licenciements de nature économique, puisque le même type d'expression est utilisé, c'est-à-dire c'est la période, je crois, la période de recours au dispositif. Et donc, même question et même motif, même punition, j'ai envie de dire, c'est-à-dire même élément de réponse, période de recours au dispositif. On a 4 possibilités. Soit on considère que c'est la période de recours potentiel au dispositif, c'est-à-dire la période d'application de l'accord, et donc ça nous mène potentiellement jusqu'à la fin de l'application de l'accord, c'est-à-dire en vertu des textes jusqu'à fin 22, hein, potentiellement. Est-ce que c'est la période de recours potentiel mais effective de recours au dispositif, c'est-à-dire la période où on chôme vraiment, et ce que nous disent les textes, c'est que cette période, elle peut aller jusqu'à 2 ans, donc est-ce que c'est sur la période de 2 ans que l'on va apprécier ce volume de 40%, et on pourrait considérer, si on s'en tient à la lettre du texte, que c'est ça qui correspondrait le mieux à la lettre du texte. Ça tombe bien, puisque c'est ce cas qui donnerait le plus de souplesse possible. Est-ce que c'est tous les 6 mois, au moment où on va renouveler les demandes justement d'indemnisation, d'autorisation d'indemnisation de la part de l'administration, mais ça voudrait dire qu'il faut veiller à ce qu'on n'ait pas trop mangé ces 40% à chaque 6 mois, ou est-ce que c'est au moment des demandes de remboursement, c'est-à-dire mensuellement. Bon, il nous paraît qu'il faut avoir une vigilance évidemment sur les périodes de 6 mois, ça me paraît important parce qu'il ne faut pas être trop loin de la balle quand on va être amené à se rapprocher à nouveau de l'administration. Mais il nous paraît aussi que l'administration, le ministère du Travail, dans son QR, a retenu une position plutôt large et que donc on pourrait je dirais, mettre en avant une telle position et en tout cas une position prenant en considération à minima au moins les 2 ans lors de la vérification de ces 40%. On peut dans certains cas aller à 50, mais attention, si on veut aller à 50, il faut le prévoir dans l'accord. Il faut prévoir la possibilité de passer de 40 à 50% dans l'accord, et puis il faut obtenir une décision administrative permettant d'aller jusqu'à 50%. Je continue. Pour mettre en œuvre l'activité partielle, est-ce qu'il faut que les salariés soient d'accord? Ben là, c'est comme en matière d'activité partielle de droit commun. C'est pour la quasi-totalité des salariés une modification qui n'est pas une modification du contrat de travail. Et donc, on peut imposer le passage à l'activité partielle de longue durée. Attention, il y a une exception, c'est les salariés protégés. Et attention, on a vu tout à l'heure que pour les salariés protégés, les textes avaient fait une exception dans l'exception, c'est-à-dire avaient permis d'imposer aux salariés protégés pour l'activité partielle de droit commun. Cette exception n'est pas applicable en vertu des textes pour les salariés protégés pour l'activité partielle de longue durée.
L'indemnité horaire, eh bien, c'est la même base de calcul hein, qu'en matière d'activité partielle, donc je ne reviens pas là-dessus, et l'indemnisation, c'est la même chose. On a la possibilité là aussi de verser une indemnité complémentaire. Il y a un point important qu'il faut noter, on le verra tout à l'heure dans le tableau récapitulatif, et du reste, ça a été une des motivations pour lesquelles on en est passé par la loi, pour mettre en place cette activité partielle spécifique, c'est que si vous avez un corpus de dispositions conventionnelles anciennes qui existent, qui sont applicables, notamment de branches, qui existent et qui sont applicables à l'entreprise, qui prévoient une indemnisation obligatoire pour l'activité partielle de droit commun, cette indemnisation obligatoire, elle n'est pas applicable pour l'activité partielle de longue durée. Alors, vous avez la possibilité de prévoir une indemnisation complémentaire de manière conventionnelle dans la période plus récente, mais le stock de textes qui prévoit des dispositions spécifiques sur l'activité partielle classique n'est pas applicable à l'activité partielle de longue durée. Régime fiscal et social, je passe. On a une position sur le site de l'URSSAF de septembre qui nous dit que c'est le même que celui qui est applicable à l'AP de droit commun. Exo, sauf CSG, CRDS, et puis plafond de 3,15 pour les compléments que j'évoquais tout à l'heure. Sur le taux qui est applicable, on a désormais, depuis le décret du 29 septembre, un taux unique. Hein, on a eu à un moment donné, a été envisagé le fait de faire un taux plus généreux pour ceux qui signaient vite et puis un peu dégradé pour ceux qui signaient pas vite. On a désormais le même taux de 60% qui est applicable, quel que soit le moment de la signature. Alors un comparatif, donc comparatif des différents régimes qui permet de mettre en exergue un certain nombre de choses. Dernière ligne du tableau, ce que je vous disais, attention, c'est plutôt un avantage, on n'est pas tenu par les dispositions conventionnelles, le stock de dispositions conventionnelles relatifs notamment aux compléments, alors que c'est le cas pour les deux formes d'activité partielle, la vieille activité partielle et l'activité partielle de crise. Attention, protégé, j'évoquais tout à l'heure une autre différence, on peut imposer aux protégés pour l'AP classique, on ne peut pas imposer aux protégés pour la PLD. On a une différence aussi sur les niveaux d'indemnisation, là je vous renvoie au tableau. On a une différence sur les durées, puisque on l'a vu, hein, c'est un accord qui peut aller jusqu'à 3 ans, mais qui est plafonné de fait à fin 22, et la période de recours au dispositif peut aller jusqu'à 24 mois, mais par tranche de 6 mois renouvelable. Et puis une grosse différence par rapport à l'AP de crise et à l'AP même classique auparavant, c'est qu'il faut en passer par un accord collectif. Soit un accord collectif au niveau local, c'est-à-dire d'établissement d'entreprise ou de groupe, soit on peut prendre une décision unilatérale, mais dans ce cas, il faut être en capacité de s'adosser à un accord de branche étendu. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'il existe en tout état de cause un accord collectif pour permettre le recours à la PLD. Voilà sur la PLD. Et on va passer maintenant à un autre instrument qui est l'accord de performance collective. Je donne la parole à Florence. Comment je fais pour me mettre avant ? Oui, alors celui-là, c'est mon préféré. C'est notre préféré à tous, je pense. Alors celui-là, il n'est pas nouveau, il a 3 ans maintenant. Ouais. Et comme le disait Franck, il a déjà connu un certain succès, indépendamment même de la crise sanitaire. Il a connu beaucoup plus de succès que ses ancêtres. Mais il nous manque du temps pour parler de tout ça. Donc je vais essayer d'être efficace. Donc ces APC existent depuis les ordonnances Macron. Ils ont connu un certain succès. Pourquoi ont-ils connu un certain succès ? Parce que, on va aller à l'essentiel, il permet de s'imposer, entre guillemets, il permet de modifier le contrat de travail des salariés dans l'une de ses composantes, dans l'une ou plusieurs de ses composantes essentielles que sont la durée, la rémunération, éventuellement la fonction ou le lieu de travail au sens zone d'emploi, puisqu'on sait que le lieu de travail en tant que tel n'est pas contractuel, mais la zone d'emploi, le bassin d'emploi, la zone géographique dans laquelle j'exerce mon emploi, elle, est contractuelle. Donc ça permet de traiter de l'un ou plusieurs de ces sujets, la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la mobilité géographique ou la mobilité professionnelle. Donc on s'intéresse à l'un des piliers des socles contractuels et la volonté des partenaires sociaux et va primer d'une certaine manière et va permettre d'appliquer les clauses de l'accord aux salariés sans avoir besoin de recueillir l'accord express du salarié. En revanche, comme ça reste une modification du contrat de travail, les salariés, on verra, ont la possibilité de s'y opposer et dans ce cas-là, on verra quelles conséquences ça déclenche. Mais il y a un renversement
il y a un renversement du principe selon lequel je dois aller chercher l'accord du salarié. C'est l'accord s'applique, c'est au salarié de dire qu'il n'est pas d'accord. Et deuxième élément fondamental, la question du licenciement qui n'était pas réglé jusqu'aux ordonnances Macron et qui l'est désormais, puisqu'on a un licenciement en cas de refus qui sera un licenciement sui generis, qui sort de la sphère du licenciement pour motif économique, et on verra les garanties dont doivent bénéficier les salariés. Donc, c'est vraiment un outil important, intéressant, qui est d'autant plus mobilisé depuis la crise sanitaire. On n'a pas les nouveaux chiffres, mais on ne serait pas étonné de voir qu'il y a une accélération du nombre d'APC conclus depuis la crise sanitaire. Et certains ont pu dire qu'en fait, c'est une sorte de couteau suisse. C'est une sorte de couteau suisse, cet APC. Alors, comment conclure cet accord? C'est un accord collectif de droit commun. Donc, ça n'est pas un accord qui est réservé aux entreprises qui auraient des délégués syndicaux. Et d'ailleurs, je crois que dans les 371 accords, il y en a un très grand nombre qui ont été conclus avec un CSE ou même avec les salariés eux-mêmes. Les petites entreprises ont eu beaucoup recours à ce dispositif. Précision, le CSE peut, quand vous avez un CSE, mandater un expert comptable pour qu'il aide les organisations syndicales. Certains critiquent le texte en disant ah, mais alors ça veut dire que quand on n'a pas d'organisation syndicale, le CSE ne pourrait pas désigner un expert pour sa propre analyse. Bon, ça, ce sera aux entreprises de voir au cas par cas, en l'absence d'organisation syndicale, si elles souhaitent donner ou pas la possibilité au CSE de désigner un expert, ce qui peut ne pas être inintéressant, puisqu'il y a quand même la nécessité au départ de partager un diagnostic. Quand cet expert est désigné, précision, c'est la rémunération habituelle, le partage habituel 80-20, 20% payé par le CSE sur son budget de fonctionnement. Il n'y a pas de procédure de validation par la directe. Donc ça, c'est une différence notable avec l'activité partielle. Ça se comprend puisque en fait, on ne demande rien à l'État, on ne demande pas de sous à l'État, donc l'État n'a pas forcément à s'en mêler en donnant son approbation. Alors, les clauses obligatoires, il y en a très peu finalement. Le préambule n'est pas dans les clauses obligatoires, mais en réalité, il est obligatoire puisque le texte vous dit qu'il faut en préambule rappeler les raisons pour lesquelles on a recours à l'APC. Donc, le préambule devient une clause obligatoire et qui est absolument fondamentale, mais fondamentale. C'est vraiment la clause sur laquelle vous devez passer le plus de temps et discuter avec vos organisations syndicales. Pourquoi? Parce que c'est dans ce préambule qu'on va trouver le motif futur du licenciement si jamais il y a un licenciement. On va trouver la légitimité. Et donc, on ne peut pas faire un APC, même si c'est très ouvert, on ne peut pas faire un APC juste pour améliorer son EBITDA. Ça, c'est pas une bonne raison de conclure un APC. Je veux, en soi, la recherche d'un meilleur profit n'est pas un motif, à notre avis, de recours à l'APC. En revanche, si vous avez une nécessité de préserver votre compétitivité, d'améliorer votre flexibilité, etc., en soi, ça, c'est un motif. Vous n'avez pas obligatoirement non plus à justifier de difficultés économiques. Ça peut être un motif, mais c'est pas une obligation que de montrer que j'ai des difficultés économiques et je veux pas licencier, alors j'essaye de réduire le coût de l'emploi. Donc, vous voyez qu'il y a cette nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise qui peut-être donnera lieu à contentieux, on ne sait pas. Mais l'idée des ordonnances, c'était de montrer que c'est bien lié au fonctionnement de l'entreprise, en reprenant en ça une idée de la Convention 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne pour éviter un reproche de non-conformité. On parle bien des besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, les aménagements opérés par l'accord doivent être évidemment dans l'accord. Donc ça peut être, et on peut avoir plusieurs thèmes, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, la rémunération, les conditions de la mobilité professionnelle. Dans le cas qui nous occupe, confronté à la crise du Covid, ce que l'on voit, c'est par exemple réduire la durée du travail ou alors avec baisse de la rémunération en conséquence, supprimer certaines primes. En gros, on va chercher à réduire le coût du travail, pas forcément en volumétrie. On n'est pas dans le webinaire de la semaine dernière sur les outils pour réduire ses effectifs. Là, on cherche à réduire la masse salariale sous l'angle entre guillemets qualitatif,
où on cherche à être plus flexible, à mieux s'adapter. Donc, on peut prévoir de supprimer, par exemple, une prime de 13e mois, de supprimer une prime d'ancienneté ou de modifier les modalités de versement pour permettre à la société, éventuellement, en termes de trésorerie, de mieux se gérer. Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique, ça peut être pour faire face, par exemple, à un déménagement. On y reviendra. Ou alors, la mobilité professionnelle, on a vu un accord qui était intéressant parce que pour une durée limitée, il permettait à des salariés, je me demande, je crois que c'était des caissières d'une grande surface à qui l'accord, l'APC, enfin caissière ou caissier, pardon, agents de caisse, qui, par l'APC, peuvent se voir demander, dans certaines conditions, certaines limites, de prendre des fonctions de cariste, par exemple, ou plutôt pour aller, voilà. Donc, on peut aborder plein de sujets. Les clauses facultatives, elles sont facultatives, mais certaines sont, à notre avis, presque obligatoires. Les modalités d'information des salariés. Ça, c'est une clause qui est facultative, mais qui de fait nous semble impérative, parce que si vous voulez éviter ensuite un litige sur l'opposabilité de l'accord, etc., c'est hyper important. Donc, voilà. Effort proportionné des dirigeants et actionnaires, on revient à la même idée que celle qu'on a exposée tout à l'heure sur la PLD. Donc, je n'y reviendrai pas, ce n'est pas une clause obligatoire. Les modalités de conciliation de la vie professionnelle et vie personnelle, vous voyez que ça, on l'avait trouvé dans l'individualisation de l'activité partielle. On retrouve cette idée-là, qui est une idée importante qui est facultative, mais qui peut être quand même importante, surtout si on s'intéresse à la mobilité professionnelle ou à la mobilité, à la flexibilité qu'on va demander aux salariés sur les horaires, etc. Il peut y avoir des cas dans lesquels on estime que en cas d'obligation familiale impérieuse, un salarié pourrait, le cas échéant, ne pas être concerné, ou alors avec des aménagements qui seraient propres. Les modalités d'accompagnement des salariés et l'abondement du compte personnel de formation, ça c'est facultatif, mais vous verrez que de toute façon l'abondement du compte personnel de formation, c'est une obligation en cas de licenciement. Voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, l'accord de performance collective, j'ai 30 secondes, peut modifier un forfait jour. Il peut mettre en place un forfait jour. En revanche, l'employeur ne pourra pas se prévaloir de l'effet de l'APC pour mettre en place un forfait. Donc, si j'ai un salarié en forfait jour avec, par exemple, un forfait à 210 jours et que l'APC, souvent, on va plutôt faire passer à la hausse, il va dire c'est 217 jours et plus 210, ça s'imposera, entre guillemets, au salarié qui pourra, s'il n'est pas d'accord, lever le doigt en disant « je ne suis pas d'accord ». En revanche, si je mets en place un forfait qui n'existait pas, là, on rentre on n'est pas dans le champ de l'APC, on est dans le mécanisme habituel de l'articulation entre l'accord collectif et le contrat de travail. Alors, donc on a conclu notre accord collectif, on a bien fait attention au préambule et à toutes les clauses obligatoires. Comment ça se passe par la suite? Eh bien, on informe le salarié, les salariés. Donc, attention au mode d'information que vous choisirez et à la date certaine. Ça peut valoir la peine de faire venir un huissier, un peu comme on fait venir pour les PSE. Voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Et le salarié aura un délai d'1 mois ou autre délai plus favorable prévu par l'accord collectif pour dire « je ne suis pas d'accord ». S'il dit rien, il est réputé être d'accord. S'il le dit, s'il n'est pas d'accord, il faut qu'il le dise par écrit. Donc, si le salarié n'a rien dit, à ce moment-là, les clauses de l'accord collectif qui sont contraires, différentes de celles du contrat de travail, vont se substituer de plein droit à celles du contrat de travail. Et si le salarié a refusé dans ce délai, alors j'ai deux options. Soit j'engage la procédure de licenciement, qui est un licenciement sui generis et qui prendra la forme d'un licenciement pour motif personnel, on va dire, soit je maintiens les conditions antérieures, et là, il y aura une vraie question qui se pose sur et cette question-là, il faut se la poser évidemment avant de négocier son accord. C'est qu'est-ce que je fais si j'ai un très grand nombre de salariés qui refusent, ou qu'est-ce que je fais si j'ai des salariés entre guillemets clés qui refusent? Il y a une vraie question à se poser en amont, et elle n'est pas simple. La réponse à cette question n'est pas évidente, parce qu'il y aura probablement la problématique de l'égalité de traitement. Si je licencie les uns et pas les autres, quels sont les critères qui auront justifié ce choix? Sachant que je n'ai jamais l'obligation de licencier, mais si je ne traite pas tout le monde de la même manière, voilà. Donc ça, du coup, on en a parlé le débat. Il y a une autre question, il y a deux autres questions. Il y en a une qui est très claire, les limites de l'APC.
Le gouvernement, le ministère du Travail a très clairement voulu signifier dans son question-réponse sur l'APC qu'il ne faut pas qu'il y ait un abus de droit. Autrement dit, l'exemple qui a été donné par le ministère, parce que effectivement la question se posait, c'est si j'ai une fermeture d'établissement, que je déménage à plusieurs centaines de kilomètres et qu'il est évident que les salariés vont refuser malgré les mesures, le ministère du Travail dit que voilà, il considère que ça pourrait être un abus de droit et que évidemment l'APC ne peut pas avoir pour finalité finalement de s'extraire du cadre du licenciement collectif pour motif économique, ce qui pourrait être le cas quand on ferme, qu'on déménage à plusieurs centaines de kilomètres et qu'on sait très bien que personne ne suivra. Ça paraît quand même assez, cette limite de l'abus de droit ou de la fraude, on la connaît. Dernière question beaucoup plus sensible, c'est la fin de l'accord en cas d'accord à durée déterminée ou indéterminée, puisque rien dans la loi n'interdit de conclure un APC pour une durée indéterminée. Mais du coup, se pose la question de la dénonciation de l'accord. Que se passe-t-il si l'accord est dénoncé? Puisque un accord à durée déterminée ne peut pas être dénoncé, mais un accord à durée indéterminée peut être dénoncé. Que se passe-t-il? Est-ce que les anciennes clauses du contrat de travail auxquelles l'accord s'est substitué vont être réactivées? Mais alors, si j'avais conclu mon APC pour gérer un déménagement et une mobilité professionnelle, une mobilité géographique qui a déjà produit ses effets, ben, comment je fais? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent et il est quand même, il peut être judicieux de se les poser peut-être dans l'accord, peut-être d'en parler avec les partenaires sociaux, peut-être qu'il y a un mode d'emploi et éventuellement prévoir, alors ça peut-être pas le prévoir dans l'accord mais dans la pratique, je sais que certaines entreprises ont pris la précaution de le faire. Certaines entreprises se sont dit oulala, moi je sais pas trop ce qui va se passer une fois que l'accord viendra à son terme ou si l'accord est dénoncé. On va peut-être quand même un peu sécuriser par un avenant. C'est-à-dire qu'elles se sont prévalues de l'effet d'acceptation implicite par le salarié, mais par la suite, elles se sont débrouillées pour formaliser ça par des avenants au contrat de travail qui n'étaient pas forcément impératifs, mais plus dans le souci de se dire oulala, le jour où l'accord prend fin, je ne veux pas me retrouver confrontée à cette question de la résurgence du fait que les clauses seraient réactivées. Voilà, donc un véritable outil important, mais on n'insistera jamais assez sur, et c'est comme pour la PLD, sur l'existence d'un diagnostic partagé et qu'on n'improvise pas une négociation d'APLD, on n'improvise pas une négociation d'APC. Il faut vraiment prendre le temps de faire ce diagnostic et de le partager avec les organisations syndicales. Ça, je l'ai fait. Pardon. Hop. Alors, on va se poser une question maintenant un peu générale sur l'articulation des différents dispositifs entre eux et l'articulation même plus large avec un certain nombre d'autres éléments, d'autres événements qui peuvent survenir dans la vie d'entreprise et notamment une question épineuse, une question qu'on a évoquée d'ailleurs à différentes reprises quand on a présenté les dispositifs, de l'articulation des dispositifs avec des ruptures de contrat de travail. Alors, on a un tableau qui vient tout d'abord poser la question de l'articulation entre l'activité partielle de droit commun et l'APLD. Est-ce qu'on peut faire en même temps de l'AP et de l'APLD? Alors, vous avez la réponse sur ce tableau. Ce qu'on ne peut pas faire, assurément, c'est faire pour la même personne et pour la même période de l'AP et de l'APLD. C'est-à-dire on ne peut pas évidemment cumuler deux dispositifs qui sont tous les deux aidés. En revanche, il est tout à fait envisageable, dès lors évidemment qu'on sera en capacité de justifier qu'on ne se situe pas dans des situations de même nature et que donc il est nécessaire de requérir des dispositifs différents au regard de cette différence de situation, il est tout à fait envisageable sur une période différente et pour des salariés différents de mixer de l'AP et de l'APLD. Ça, j'ai envie de dire, c'est assez simple, la frontière est assez aisée à tracer. La question qui peut venir ensuite, c'est est-ce qu'on peut aussi mixer ça avec un APC? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je mets en place un accord d'APLD et dans l'accord d'APLD, cet accord d'APLD peut également être un accord d'APC? J'ai envie de répondre, nous avons envie de répondre à cette question en fait par une autre question qui est, mais en réalité, pourquoi? Qu'est-ce qui s'opposerait à ça? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible de mixer les deux dispositifs? On va, par exemple, pouvoir se poser la question du mixage des deux dispositifs lorsque ce dont il sera question sera dans l'univers AP-APLD du temps de travail et sera dans l'univers APC autre chose que du temps de travail.
On évoquait tout à l'heure la mobilité, c'est quelque chose de tout à fait envisageable et on évoquait par exemple la mobilité dans des contextes où ça pourra permettre peut-être le cas échéant de réduire le recours à la PLD. Mais on peut aussi se poser la question du mixage entre les dispositifs lorsqu'aussi il s'agira de questions de temps de travail dans un certain nombre de situations. Peut-être pour des salariés qui ne seront pas concernés dans le périmètre par l'AP ou par la PLD, ou peut-être sur certains éléments où il sera possible effectivement d'utiliser les deux dispositifs. Mais il faut retenir qu'il n'y a pas dans les textes d'interdiction de principe au fait d'utiliser de manière combinée les deux dispositifs. Alors évidemment, il y aura un point de vigilance si on fait dans le même accord, par exemple, de l'APC et de la PLD, c'est que vous avez d'un côté un processus qui fait intervenir la directe avec une validation au niveau de la directe, et puis d'un autre côté pas. Et puis vous avez d'un côté un processus qui s'applique automatiquement aux salariés, qui peut s'imposer aux salariés sans que, je dirais, des formalités trop lourdes soient nécessaires pour permettre de l'appliquer aux salariés. Et puis d'un autre côté, comme l'a présenté Florence, un processus qui suppose de respecter un certain formalisme pour veiller à l'application aux salariés et puis des cas de refus qui sont possibles avec des conséquences spécifiques. Donc, si on mixe les deux dispositifs, il va bien falloir être en capacité de tracer la ligne de partage pour savoir au titre de quoi est-ce qu'on agit. Est-ce qu'on agit au titre de la PLD ou est-ce qu'on agit au titre de l'APC? Alors, l'articulation ensuite va se poser avec les licenciements. Là, on a trois régimes extrêmement différents selon qu'il s'agit d'AP, d'APLD ou d'APC sur la compatibilité ou la non-compatibilité avec les licenciements. Si je commence par l'AP, le principe, c'est que lorsque vous allez faire votre première demande d'activité partielle classique, il n'y a, et là la réponse est simple, il n'y a pas d'incompatibilité et il n'y a pas d'interdiction de licencier. Alors, évidemment, dans l'esprit, si on recourt à l'AP, c'est parce qu'on veut essayer de limiter la casse et essayer d'éviter les licenciements. Mais si la question est amenée à se poser, par exemple en cours d'utilisation de l'AP, parce que la situation s'aggraverait encore plus, alors même que vous avez commencé à utiliser l'AP, il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas d'interdiction de principe de licencier. La question va se poser au moment du renouvellement d'une demande d'activité partielle, puisque dans ce cas-là, il y a une possibilité de la part de l'administration de demander, de solliciter des engagements en matière d'emploi lors de ce renouvellement. Et donc, dans ce cas-là, si effectivement on est amené à prendre des engagements en matière d'emploi, lors de ce renouvellement, et la décision va le mentionner dans ce cas, la décision d'autorisation du renouvellement va se mentionner, va se poser la question de ce qui se passe si je ne respecte pas ces engagements. Alors on a quelques boussoles qui existent en la matière auxquelles on peut se référer. On a une circulaire de la DGFP de 2013 qui vient nous dire que, alors même que les textes prévoient effectivement la possibilité d'une demande de remboursement, de recouvrement des sommes versées pour la période, en cas de non-respect des engagements, eh bien, l'administration vient nous dire que lorsqu'effectivement, je cite, l'établissement a été dans l'incapacité de mettre en œuvre tout ou partie de ses engagements compte tenu d'une dégradation soudaine de cette situation, eh bien, il y aurait possibilité de considérer que la décision de recourir au licenciement, je cite, l'administration n'est pas forcément imputable à l'employeur. Donc, on pourrait imaginer qu'il ne soit pas demandé le remboursement. Et puis, il y a une autre interrogation qu'on va pouvoir se poser cette fois. C'est par rapport, je dirais, à la manière dont ces licenciements vont être organisés, c'est-à-dire est-ce que ces licenciements, est-ce que la procédure de licenciement et tout ce qui va avec sera pleinement sécurisé. Et là, on a une jurisprudence de la Cour de cassation de 2003 qui vient nous dire que lorsque l'employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une période, la procédure et le PSE qu'il met en œuvre ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes. Mais ce qui renvoie, je dirais, au droit commun de l'appréciation du plan et de ce qui va avec le plan. En revanche, attention, les salariés concernés auraient la possibilité de demander réparation du préjudice au regard de l'inobservation de l'engagement. Donc, on est plutôt dans un domaine où on se situera dans des dommages et intérêts requis par les salariés donnés pour préjudice. Ça, c'est pour l'AP. Pour la PLD, on l'a vu tout à l'heure, on a un engagement de maintien dans l'emploi
dont les modalités et dont le périmètre vont être fixés dans l'accord lui-même, dans l'accord d'APLD lui-même. Et Florence a évoqué tout à l'heure les différentes questions au regard de l'ampleur de cet engagement et de l'ampleur de ce périmètre. Et on a dans le décret un dispositif de sanction qui est prévu en cas d'inobservation de cet engagement lorsqu'il y a eu effectivement, et le décret, je ne reviens pas dessus, utilise l'expression licenciement économique stricto sensu, ce qui laisse de côté les PDV ou les RCC, hein, mais donc en cas de licenciement économique qui ne respecterait pas l'engagement issu de l'accord, il y a des sanctions qui peuvent être prises dans le cadre de la mise en œuvre de la PLD, et la sanction, c'est le remboursement de l'aide qui a été versée dans le périmètre concerné pour les salariés concernés. Et puis enfin pour l'APC. Alors l'APC, là, on n'a pas d'interdiction stricto sensu, et on a vu que l'un des éléments de sécurisation de l'APC, c'était précisément que le licenciement des refusniks, hein, c'est pas un licenciement économique, c'est un licenciement sui generis, hein, sécurisé, qui est réputé fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais va se poser la question de, Florence évoquait l'expression d'abus de droit, effectivement, des frontières, des limites de l'utilisation éventuelle de l'APC et de la question du contournement éventuel de la réglementation sur les procédures de licenciement économique. L'administration prend effectivement l'exemple d'une fermeture totale et d'une situation en tout état de cause où on peut anticiper une proportion de refus importante et met en avant le contournement de licenciement économique. De mon point de vue, il y a quand même un angle mort, c'est la situation de fermeture totale qui ne serait pas motivée par des considérations de nature économique. Imaginons une raison environnementale, par exemple, qui obligerait à fermer un site, hein, et donc on pourrait se poser la question. Mais en tout cas, quand on est dans un univers économique, clairement, avec une anticipation possible d'un grand nombre de refus, on est dans une zone un peu d'incertitude et de risque par rapport à la finalité de l'APC. Alors voilà, les risques, hein, on les a évoqués vis-à-vis des salariés concernés. Quid du consensueux avec les organisations syndicales en matière d'application des différents accords concernés, qui est envisageable, hein. Alors, est-ce que c'est des contentieux sur la validité de l'accord ou est-ce que c'est plus probablement des contentieux sur l'application de l'accord, hein, au fil de l'eau? Mais en tout cas, la question pourra être posée. Alors, on va mettre un coup de projecteur, enfin, sur deux familles d'outils un peu périphériques qui peuvent être utilisés avant, après ou pendant certains de ces outils. C'est d'abord la question des congés payés et des RTT. On a la possibilité jusqu'à la fin de l'année, en vertu de textes spécifiques, en vertu d'une ordonnance, d'imposer la prise de congés payés par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche dans la limite de 6 jours de congés payés. Et donc d'imposer, c'est-à-dire indépendamment des prescriptions qui existent en matière de programmation qui sont prévues et qui ont été organisées. Donc, on a la possibilité d'imposer, sans l'accord, de fixer ce congé payé. Il faut un accord collectif. Et puis, deuxième possibilité, vous savez que en vertu de différentes générations de textes, génération de texte loi Aubry 1, génération de texte loi Aubry 2, génération de texte qui a suivi, vous avez des systèmes de JRTT qui ont été mis en place conventionnellement dans les entreprises. Et dans un certain nombre de ces textes, il était prévu, c'était une clause obligatoire dans les textes antérieurs à 2008, mais ça a pu être prévu, bien que ça ne soit pas une clause obligatoire, le positionnement de JRTT entre guillemets à la main du salarié, c'est-à-dire pour lesquels les textes conventionnels prévoient que les dates sont fixées par décision du salarié. Et donc, ce que nous permet cette ordonnance, c'est de fixer, d'obliger à la prise de JRTT, même si ce sont, en vertu de dispositions conventionnelles, des JRTT à la main du salarié. On peut le faire dans la limite de 10 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le cadre des dispositions APLD. APC, c'est un peu moins intéressant puisque de toute façon, dans le système même de l'APC, on a une souplesse qui, je dirais, nous exonère d'utiliser ça, enfin nous exonère, ne rend pas utile le fait d'utiliser ça, mais AP et APLD, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis enfin, on a la question de la formation professionnelle. Alors la formation professionnelle, c'est le fameux former plutôt que chômer. On avait antérieurement dans l'AP de droit commun la possibilité d'utiliser du FNE formation. FNE formation, c'est quoi? FNE, Fonds national de l'emploi, ce sont des conventions qui sont signées
entre l'entreprise et l'administration, et le plus souvent, puisque c'est le FNE, le Fonds national de l'emploi, dans des contextes de situation économique évidemment dégradée. Et donc, on a souvent fait référence au FNE pour les cellules de reclassement, pour des aides diverses et variées dans le cadre de PSE, mais le FNE est mobilisable aussi pour financer de la formation. Dans l'AP classique de droit commun avant crise, c'était utilisé pour maintenir la rémunération. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant pendant la période de crise de mobiliser le FNE formation pour financer les frais pédagogiques. Et pendant la période de crise, on a eu la possibilité de financer les frais pédagogiques à 100% jusqu'à la fin octobre, c'est encore possible jusqu'à la fin octobre, des coûts pédagogiques, donc moyennant la signature d'une convention. Alors, ça dépend d'une région à l'autre, mais le plus souvent, les signatures ont été déléguées par la directe aux OPCO. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous rapprocher de l'OPCO pour savoir en fonction de votre région, si vous êtes dans une région où c'est l'OPCO ou si vous êtes dans une région où c'est plutôt la directe. Mais ça veut dire qu'il faudra signer une convention pour bénéficier de la prise en charge jusqu'à fin octobre de 100%. Et puis, ce que nous dit la DGFP, c'est qu'à partir du mois de novembre, ça va baisser à 80% dans le cadre de la PLD et à 70% dans le cadre de l'AP. Mais ça reste intéressant. Ça permet, pendant la période chômée, pendant la période d'inactivité, d'organiser de la formation et de bénéficier d'un remboursement, donc 100% ou 80 ou 70%, d'un remboursement de la formation qui a été, des frais pédagogiques de la formation qui a été organisée. On n'a pas de maintien à 100% de la rémunération pendant les heures chômées. On a en revanche, si jamais on mixe, parce que l'administration a indiqué que c'était possible, on fait une formation qui est à cheval sur en partie des heures chômées pour lesquelles c'est ce régime qui est applicable et en partie des heures travaillées. Là, en revanche, évidemment, pour la partie formée pendant les heures travaillées, on a un maintien à 100% de la rémunération. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant d'utiliser pour maintenir les compétences pendant cette période. Voilà les principaux éléments en matière de formation professionnelle. On l'a vu en matière d'AP, donc on a le FME formation. Florence l'a dit tout à l'heure, en matière d'APLD, c'est une clause obligatoire de l'accord. Attention sur les engagements à prendre en matière de formation professionnelle, et les directs sont parfois vigilants sur la consistance de ces engagements lorsqu'on mentionne un engagement, pour bien veiller qu'il s'agit d'engagement en matière d'action de formation professionnelle. Et puis, on a une clause facultative en matière de possibilité de mobiliser le CPF, d'encourager le salarié à mobiliser son CPF, notamment par une politique d'abondement ciblé qui est possible dans l'accord, hein, qu'on peut mettre en avant dans l'accord, d'abondement ciblé d'actions de formation dans le cadre de l'usage du CPF. Et puis, le lien avec la formation dans le cadre de la l'APST, c'est le fait que si le salarié refuse, pour les fameux refus uniques, effectivement, on a un abondement qui n'est pas un abondement sanction, hein, c'est pas comme l'abondement qui existe en matière de sanctions en cas d'inobservation de certaines prescriptions dans le cadre de l'entretien biennal et puis tous les 6 ans, hein, on va être amené à connaître dans quelques temps. C'est un abondement spécifique obligatoire du CPF à hauteur de 3 000 € pour faciliter le reclassement du salarié qui refuserait. Voilà, mesdames, messieurs, on a tenu le timing, hein, on est à quelques minutes de la fin de notre webinaire. Voilà les grands éléments, évidemment. Alors, vous l'avez vu, on a de multiples questions qui sont susceptibles de se poser hein, sur l'utilisation de ces dispositifs. On est évidemment en lien avec la DGFP, avec le ministère du Travail pour faire remonter ces questions, et je crois savoir que le ministère du Travail aura à cœur, et c'est bien logique, il l'a fait pour l'AP et il va le faire pour la PLD, il l'avait fait pour la PC puisqu'il y a eu un QR sur la PC, de faire paraître à échéance régulière des QR, et évidemment c'est nous, acteurs, je dirais, du monde économique et social, hein, qui pouvons aussi nourrir ces QR par les remontées que l'on peut faire passer, les questions un petit peu sensibles que l'on peut mettre en avant et du coup qui vont être sous le feu des projecteurs et qui vont pouvoir faire l'objet, c'est plus sécurisant dans un certain nombre de cas, d'une position officielle de l'administration. On est là en la phase parfois
parfois inconfortable, il faut bien le dire, ou parfois on peut avoir des positions qui peuvent être divergentes d'une directe à l'autre. Je pense à la PLD en particulier, un peu moins à l'AP encore que, puisqu'on a un peu plus de recul sur l'AP, hein, mais pour la PLD, ça peut être le cas. Et donc n'hésitez pas, évidemment, avec nous, hein, à utiliser cette opportunité, dans ces cas-là, de faire remonter les différentes questions pour qu'on puisse justement obtenir le plus possible des positions harmonisées et donc plus sécurisantes dans ce cadre-là. Voilà, il nous reste. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vu s'il y avait des questions. Il y en a une. Alors, allons-y. Une question ou ce que je lis sur l'écran, c'est Covid AP et FNE incompatibles. Point d'exclamation. Covid AP et FNE incompatibles. Alors, est-ce que c'est FNE formation dont il est question? Est-ce que c'est de quel FNE s'agit-il? Ce que je sais, c'est que pendant la période AP, s'il s'agit du FNE formation, le FNE formation peut être mobilisé avec l'activité partielle, hein, et il l'a été dans un certain nombre de cas à 100% frais pédagogiques. En revanche, ce qui est remonté pendant cette période, et il y a un certain nombre d'acteurs d'ailleurs qui avaient fait un manifeste sur le sujet, c'est que, si vous me permettez l'expression, la tuyauterie administrative était parfois extrêmement lourde, et que dans un certain nombre d'OPCO, il y a eu un certain nombre de pièces qui ont été demandées parfois, qui étaient très lourdes, et qui ont fait qu'un certain nombre d'acteurs se sont parfois posé la question de la facilité, de l'aisance ou pas à mobiliser ces mécanismes. Mais en tout cas, juridiquement, ils ne sont absolument pas incompatibles. Alors si en revanche, quand on parle du FNE, on parle d'autre chose que du FNE formation, ben là, ça renvoie évidemment au débat qu'on a eu tout à l'heure sur la compatibilité entre les réductions d'effectifs et puis les régimes d'AP, d'APLD, etc. Puisque souvent les FNE classiques, hein, je parlais des cellules de reclassement, c'est des dispositifs d'accompagnement, de dispositifs de réduction d'effectifs. Groupe, est-ce que c'est possible au niveau du groupe? Alors je crois qu'on a répondu tout à l'heure, hein, et qu'on a répondu plutôt oui, puisque APC, on peut le faire par rapport de groupe, APLD, on peut le faire par accord de groupe, Oui. et l'AP, la question du groupe ne se pose pas, puisque de toute façon, c'est une décision unilatérale. Mais la réponse est oui. Si la question c'est peut-on le faire par accord de groupe, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de ces 2 heures. Florence, si tu veux dire quelques mots peut-être de conclusion. Non, peut-être la conclusion, c'est que quand on regarde les tableaux comparatifs, on se dit, mais la PLD est quand même… Oui. Enfin, si les évolutions au 1er novembre se confirment pour les taux d'activité partielle de droit commun / de crise, on se dit la PLD semble quand même largement plus avantageuse. Alors, on met de côté les protégés, et on se demande dans quelle mesure, c'est une réflexion qu'on se fait, hein, dans quelle mesure, si les directs étaient sollicités de manière massive à partir du 1er novembre sur des APLD, quel va être son contrôle quand même, parce que on peut penser qu'elles vont être assaillies, et que pour l'instant, elles semblent s'être montrées assez compréhensives des quelques retours d'expérience qu'on a pu avoir. Mais moi, voilà, la réflexion que je me fais, c'est est-ce que vraiment il va y avoir un peu plus de contrôle sur le caractère durable de la baisse d'activité pour l'activité partielle de longue durée. Donc, d'où l'importance du préambule et du diagnostic. Ça, c'est vraiment je pense, le point vraiment qui nous semble très, très important. Absolument. Donc, on a vraiment, encore une fois, une boîte à outils extrêmement riche, extrêmement souple dans un certain nombre de cas. Et donc, la situation de chaque entreprise, au regard du contexte que vient d'évoquer Florence, appelle à un examen qui permet de mobiliser plus ou moins, de manière plus ou moins importante ou aisée, en tout cas, chacun de ces outils. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Très bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.